Et voilà, bienvenue pour cette première émission de l'Envers de la Blouse. Merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur d'une petite visite ce soir pour cette première. Après, vous ferez comme vous voulez, mais là, c'est sympa de marquer le coup. Donc vous êtes bien sûr l'envers de la blouse avec votre serviteur. Donc bonjour à tous ceux qui sont, bonsoir même plutôt à tous ceux qui sont sur le stream. Bonsoir ou bonjour YouTube aussi, puisque cette émission sera remise sur, rediffusée en tout cas sur YouTube, donc sur la chaîne l'envers de la blouse, des fois qu'il y en ait qui débarquent complètement. Alors, aujourd'hui, c'est une émission entre guillemets spéciale, puisque je vais avoir un invité. Justement, cet invité, le sujet et ce dont il va nous parler va rentrer parfaitement dans la ligne éditoriale de la chaîne, d'où la rediff. Donc bien sûr, vous allez pouvoir interagir, transmettre vos questions à l'invité du jour. Je vais essayer de faire mon mieux, mais c'est une première, donc soyez indulgents, d'accord. Et pour la suite des streams, on verra ce qu'il y aura sur la chaîne. Il y aura d'autres invités, évidemment, avec pas forcément une grande régularité. Et puis, voilà, il y aura peut-être un peu de jeux vidéo, un peu de discussion entre nous aussi. Là, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. C'est le moment ou jamais de dire s'il y a un problème sur le stream, si vous ne m'entendez pas bien. Pareil quand mon camarade sera là. Voilà, bref. Du coup, trêve de blabla. Déjà, je pense que j'ai parlé très très vite. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler d'écologie scientifique avec mon invité. Nous allons parler de l'écosystème. Vous l'avez certainement vu dans le titre, si vous avez fait attention. Merci Jean-Phil pour la confirmation du son et l'image. Nous allons parler de l'écosystème de StarCraft. Si vous connaissez rien aux jeux vidéo, voire même si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. D'une part parce qu'on va tout vous expliquer, et puis que c'est pas forcément le plein cœur du sujet. Voilà. Donc, on va commencer. Tout va bien, nous dit Yann. Bonsoir Renard Alpin. Bonsoir à toutes et tous. J'ai vu Véro aussi, notre chère modératrice. Il y a Fanny aussi, notre autre modératrice. Je vais donc vous présenter mon invité. Il faut juste que j'allume son son, sinon ça va faire plouf. Le voici, je vous présente Lou, mon collègue. Bonsoir Salut Lou. Romain. Salut, comment vas-tu? Impeccable, magnifique générique. Là, on sent que Merci. Et il y a t'as toute pas eu une la boîte de musique? prod qui a bossé derrière. Ah non, c'est Ouais, propre. mais après c'est pas moi qui l'ai fait, mais... Et salut Baptiste. Du coup, donc oui, je t'ai demandé si ça allait, mais en fait, ça fait une demi-heure qu'on discute avec lui, donc C'est c'est ça, vraiment ça pour va introduire. extrêmement bien. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est. Alors, donc Lou va être le parrain de l'émission parce que c'est le premier invité déjà. C'est un invité de qualité et il faut savoir que Lou et moi, on se connaît dans la vraie vie, ce qui fait que forcément, ça va être le ton va être un peu plus détendu. Mais c'est très bien pour une première émission. Mais Baptiste, tu n'as pas vu le générique, c'est le générique de l'émission que tu pourras voir autrement, y compris sur YouTube. Bref. Du coup, Lou, ça va être à toi de jouer. Je vais te demander Ouais, de te présenter pour ces gens qui ne te connaissent pas un petit peu qui tu es, puis ton parcours, et puis pourquoi tu es là ouais, aussi. yes. Alors, j'ai travaillé à l'université. En fait, j'ai une formation d'enseignant-chercheur, on va dire un peu enseignant-chercheur troufion, comme je dis souvent, enfin contractuel, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai soutenu une thèse en 2017 qui traitait du recyclage de la matière organique. Donc, c'était la manière, en gros, enfin, on étudiait la manière dont les communautés végétales interagissaient entre elles et puis les conséquences que ça avait sur le recyclage de la litière qu'elles produisent, donc les feuilles mortes qui tombent au sol. Donc, j'ai une formation d'écologie assez générale, on va dire, un peu spécialisée sur les plantes et sur l'échelle communauté végétale et voilà, l'échelle assez grande, plutôt une macro-échelle, on va dire, au niveau des écosystèmes. Ok. Voilà. Et donc, j'ai enseigné plusieurs années à l'université après ma thèse. Et puis là, je suis en train un peu de réfléchir aussi à la suite et aux différentes options et aux directions que je veux prendre dans un futur proche. Ça marche. Donc non, Yann, c'est pas avec lui que je fais péter des Eppendorf, même si j'aimerais beaucoup faire péter des Eppendorf avec Lou. Oui, ouais, non, C'est une très saine activité au laboratoire. ça, Ouais. Du coup, euh, le but c'est qu'on introduise un peu et que avant qu'on passe au vif du sujet, tu nous aides un peu à comprendre c'est quoi le métier d'écologue, ouais. qu'on résume peut-être un peu rapidement à écolo. Moi j'aimerais savoir, essaie de nous donner peut-être des exemples sur ton expérience personnelle, sur ton parcours peut-être. Mais que fait un écologue? Tout simplement, que fait un écologue?
C'est une bonne question pour commencer. La plupart des gens, quand on leur dit qu'on travaille en écologie, t'es écolo, tu tries tes déchets, machin et tout. Oui, alors il se trouve que je trie mes déchets, mais je suis écologue. Mon métier, c'est écologue et pas écologiste. Il se trouve qu'il y a tout un tas d'écologues qui sont aussi écologistes. Mais moi, je suis écologue, donc j'étudie les écosystèmes, c'est ça l'écologie. C'est la science qui vise à étudier les écosystèmes. Les écosystèmes se définissent de manière assez simple. C'est un ensemble qui a 3 composantes principales. Une composante qui va être tout ce qui est ressources, donc ça peut être des ressources lumineuses, ressources en eau, ressources en nutriments, en minéraux, etc. Une deuxième composante, c'est ce qu'on va appeler les habitats. Donc, en fait, c'est le support physique à tout ça. Donc, c'est un lieu, tout simplement. Ça peut être un morceau de rocher, ça peut être un récif au bord de la mer, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est un lieu physique où les ressources Ça et peut la être dernière le composante. milieu de l'océan, en fait, aussi. Carrément, ça peut être tout ce qu'on retrouve sur Terre ou à la limite même sur notre planète, peu importe. En tout cas, c'est un support physique au système. Et la dernière composante, qui est la plus importante, on va dire, c'est la composante vivante, donc c'est les organismes. Et donc ça, c'est la définition d'un écosystème, c'est les 3 composantes principales d'un écosystème. Et puis surtout, le fait est que ces 3 composantes, elles agissent pas chacune de leur côté, seules de leur côté, elles interagissent vraiment toutes les 3 ensemble. Et donc l'écologie, au sens scientifique, c'est vraiment l'étude de ces 3 composantes-là et des liens qu'il y a entre elles. Donc, il y a une grande variété de choses qui sont possibles. On peut étudier, par exemple, l'effet de la privation de, je sais pas, telle ou telle ressource sur la croissance d'un organisme. On peut étudier le déplacement des aires de répartition des organismes en fonction des conditions climatiques. On peut étudier l'effet de tel ou tel polluant, de microplastiques, etc., sur des organismes, à la fois sur un niveau physiologique et puis sur un niveau plus général, qui va concerner vraiment l'ensemble de l'écosystème et des relations qu'il y a à l'intérieur de cet écosystème. Donc c'est important d'avoir ces deux, vraiment la distinction entre l'écologie scientifique et l'écologie politique. Il se trouve que l'écologie politique se nourrit évidemment de l'écologie scientifique, mais nous, à la base, on fait vraiment un travail de fond qui est d'acquérir des connaissances. Et ces connaissances, dans un second temps, elles peuvent être utilisées dans tout un tas de circonstances. Mais vraiment, le boulot d'écologue, à la base, c'est un travail scientifique, donc avec une démarche scientifique, se poser des bonnes questions, avec des questions, mettre en place un protocole d'échantillonnage, etc. Analyser les données et puis, évidemment, à la fin, publier des résultats. Voilà. Ok, ça me semble assez clair, donc j'espère que tout le monde a bien compris, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas compris cette partie-là, bah c'est dommage. Peut-être est-ce que tu aurais un exemple concret, un peu n'importe lequel, quelqu'un qui étudie les plantes dans un milieu donné, un exemple d'expérience en fait, ça peut être une expérience à laquelle tu as participé, ou ton expérience d'ailleurs, ou un truc d'un de tes collègues ou quoi. Je pense à un truc un peu concret, les gens ont besoin de concret, tu sais. Un truc très concret, je peux raconter une des manips que j'ai fait pendant ma thèse, ma toute première expérience. En fait, on a regardé pour une plante donnée, en fonction de ses voisins plantes, est-ce qu'il y avait des changements sur la plante et est-ce que ces changements ensuite avaient des conséquences sur le cycle des éléments, donc du carbone, de l'azote, etc., dans le système. Et on s'est rendu compte que oui, c'est-à-dire que une plante, elle est sensible, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, on s'est compris. Elle est sensible à son environnement et l'environnement la modifie, l'environnement abiotique, non vivant, évidemment, s'il fait chaud, s'il fait froid, etc., mais aussi le voisinage, l'environnement biotique. Donc, le fait d'avoir telle ou telle plante à côté, si c'est, en gros, pour le dire trivialement, un pissenlit ou une pâquerette, il ne va pas se passer la même chose pour la plante qui est à côté. Et donc, elle va modifier ses caractéristiques. Elle va peut-être faire des feuilles qui sont un peu plus coriaces. Peut-être qu'elle va pousser plus haut, plus bas, etc. Et ces différences-là, ensuite, c'était vraiment ça le but de la manip, c'était de voir si elles avaient ensuite des conséquences pour l'ensemble du système. C'est-à-dire que quand une plante subit une modification comme ça, est-ce qu'il ne se passe rien ou est-ce qu'au contraire, il y a des conséquences collatérales par la suite? Et on s'est rendu compte que c'était le cas. Et donc, quand une plante pousse entourée de certaines autres plantes, elle peut se mettre à produire une litière qui se décompose très bien ou très mal. Et du coup, ça change sa manière d'interagir avec les plantes qui sont autour d'elle. En fait, elle interagit aussi
par l'effet qu'elle a sur l'ensemble du système, et pas juste, comment dire, de proche en proche avec ses voisines. Vraiment, il y a ce premier effet-là, de proche en proche, la plante subit une influence des plantes voisines, mais cette influence, ensuite, elle a des conséquences sur tout l'écosystème. Donc là, c'est bien, parce que ça m'emmène exactement là où je voulais aller. Donc c'est parfait. Déjà, on est 22 sur le stream, c'est génial pour une première. Je suis très content. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre soutien. C'est vraiment super. Je suis très content. Et par rapport à ce que vient de dire Lou, on comprend qu'il y a des interactions entre les organismes vivants d'un écosystème entre eux. Ces interactions peuvent avoir un impact sur d'autres interactions. Les organismes ont une interaction avec l'environnement, j'ai envie de dire, donc ce qu'il a appelé paramètres abiotiques, donc forcément il y a la température a un impact sur les organismes, etc. Voilà, et peut-être même un peu inversement d'ailleurs. Bref, il y a plein d'interactions entre elles qui se mélangent, qui se chevauchent, ce qui fait qu'au final, là c'est la question, ça va être un peu sujet libre, mais un écosystème, pour nous c'est un peu la nature, on se promène dans la nature, oh un écosystème, génial, mais en fait c'est un truc, le principe d'écosystème vu sous le regard du scientifique, c'est un concept ultra complexe, peut-être même indéchiffrable quelque part, que vous autres écologues essayez de déchiffrer, mais la question que je me pose c'est à quel point c'est complexe. En vrai, un écosystème, à quel point c'est complexe? C'est suffisamment complexe pour qu'on soit totalement incapable, à l'heure actuelle en tout cas, mais ça va durer un certain temps encore, de reproduire à l'identique le fonctionnement de l'écosystème. L'écologie, on a souvent coutume de dire que c'est la science du bordel, en fait, c'est la science du désordre, parce que Ils vont on est retenir que ça. incapable, quand on veut étudier quelque chose dans un écosystème, on est incapable de contrôler parfaitement toutes les conditions. Quand on fait une expérience en science, on se place toujours en conditions contrôlées. Par exemple, en physique, si on fait des expériences sur le son, on se met dans des pièces qui sont isolées d'un point de vue sonore pour pas qu'il y ait de perturbations extérieures et pour que les mesures qu'on fasse soient uniquement celles qui sont liées à l'expérience. Et ça, en écologie, on a beaucoup de mal à faire ça, parce que dans un écosystème, en fait, il y a une somme gigantesque d'influences qui se chevauchent, des influences climatiques, des influences humaines, etc. Et donc, on n'est jamais capable de totalement contrôler l'expérience. Alors, évidemment, on essaye de le faire, mais c'est toujours imparfait. Et donc, du coup, ce que ça donne en termes concrets, c'est que on a beaucoup de données qu'on est capable de mesurer, mais on n'est pas forcément capable de comprendre tous les liens qu'il y a entre ces données. Et dans tous les cas, il va y avoir ce qu'on appelle du bruit d'un point de vue statistique. Alors, on va pas parler de ça aujourd'hui, ça va être très rébarbatif, mais en tout cas, quand on traite des données en écologie, on a toujours des problèmes liés à ça, c'est qu'on contrôle mal les conditions. Et donc, il y a une espèce de flou, de bruit, enfin de flou artistique qu'il y a autour des résultats qu'on a, parce qu'on n'est pas capable de tout contrôler. Ça, c'est sûrement encore renforcé par le fait que la quasi-totalité des écosystèmes ont été perturbés par l'homme. C'est un truc qu'on aurait pu dire au début aussi pour définir l'écologie. En fait, moi, j'ai fait de l'écologie fondamentale, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre les relations entre organismes et entre les organismes, les ressources, les habitats, etc. Mais j'essaye de comprendre des relations qui ont lieu sans que l'homme soit là, enfin pour lesquelles il n'y a pas de prise en compte de l'homme. Donc ça, c'est de l'écologie vraiment fondamentale, les mécanismes fondamentaux. Et c'est une grande partie de l'écologie. Il y a une autre grande partie, c'est l'écologie appliquée, où là, on va tenir compte beaucoup plus des aspects humains. Et on va essayer d'étudier les impacts de l'homme et puis aussi étudier les méthodes éventuellement qu'on peut mettre en place pour mitiger, pour limiter les conséquences en fait de l'impact de l'homme. Alors, je dis tout à l'heure, on parlait d'écosystèmes. Il y a un certain nombre de gens maintenant qui veulent plus trop parler d'écosystèmes, ils veulent parler de socio-écosystèmes. Attends, j'ai appelé ça l'écosystème et tout. Non, mais c'est une question de sémantique en vrai qui n'est pas très intéressante. Ils ont raison. L'idée qui est vraie, c'est de dire que la quasi-totalité des écosystèmes ont été modifiés. Oui, c'est ça. Ça n'existe plus en fait des écosystèmes. Enfin, si, sur la planète ça existe, mais. Si tu considères que l'atmosphère a été modifiée, non, ça n'existe plus parce qu'on partage à minima tous l'atmosphère. Mais après, c'est un peu abusif de dire ça. Si tu vas dans le Grand Nord canadien, sur une île à Pétaouchnok ou en Sibérie ou dans le fin fond du Tibet, il y a quand même des endroits où on est en conditions à peu près naturelles. Mais la réflexion vient du fait qu'il y a beaucoup d'écologues qui ont un peu oublié
cet aspect-là. Et enfin, c'est pas qu'ils l'ont oublié, ils le savent, mais ils se disent ça passe. C'est-à-dire qu'ils étudient par exemple je sais pas, des forêts en Europe, choses comme ça. Ils disent ouais, on sait très bien que c'est pas exactement ce qu'on observe s'il n'y avait pas l'homme, mais c'est ok, ça passe. Et en fait, pas vraiment. Enfin, ça dépend. Il y a une variation de degrés par rapport à ça, mais enfin, c'est pas toujours aussi fort. Il n'y a pas toujours un impact gigantesque de l'homme, mais si on est près de zones habitées, sur des continents qui sont très peuplés, des choses comme ça, évidemment que tous les écosystèmes ont subi un impact de l'homme, et donc ça fait du sens de se dire que c'est pas des écosystèmes, c'est des socio-écosystèmes. Après, le fait d'appeler ça socio-écosystème, c'est aussi un peu, ça participe encore à l'idée qu'il y a une distinction un peu binaire entre l'homme et la nature, c'est une distinction qui fait sujet de beaucoup de débats actuellement, qui est très critiquée, qui a raison. Si on appelle ça socio-écosystème, ça sous-tend l'idée que on n'est pas vraiment dans l'écosystème, on est quelque chose un peu à part, et qu'on a besoin de rajouter le terme sociaux pour bien montrer que la c'est quelque chose un peu différent. Mais il n'y a aucun problème à dire qu'on est dans un écosystème et que dans l'écosystème, il y a des organismes, dont les êtres humains. Ça pose aucun problème. Donc c'est plus une question de sémantique, si tu veux, de comment on appelle ça. C'est intéressant parce que le sujet de la prochaine vidéo parle un peu de philosophie. En fait, on commence doucement à toucher la philosophie parce que c'est notre rapport à nous, les humains, à l'écosystème. Et en fait, c'est des sujets intéressants auxquels j'ai aucune réponse ni aucune expertise, mais quel rapport voulons-nous avoir ? Pour l'instant, le rapport est un peu musclé, on va dire. C'est un euphémisme. Mais on a un rapport vraiment, on a une dichotomie vraiment entre l'homme et la nature. Alors il y a des différences, si tu veux, évidentes entre l'homme et son environnement, mais c'est toujours des différences de degré, c'est jamais des différences de nature, vraiment. Et on a un peu oublié ça, et c'est pas que l'Occident, hein, c'est dans la quasi-totalité des cultures, des pays développés, on a cette binarité, si tu veux, entre l'homme et la nature. Mais ça pose un grand problème, parce que du coup, ça nous fait croire à nous-mêmes qu'on peut s'abstraire des lois de la nature, des lois de la physique, etc., alors que c'est complètement faux. Et donc ça, c'est un premier problème. Et puis aussi, un autre problème d'ordre moral. Il faut qu'il te reste des choses à dire pour la prochaine vidéo. Un autre problème d'ordre moral, c'est que... Je dis pas grand-chose, en vrai. C'est que du coup, si on met une frontière entre nous et la nature, il n'y a plus aucun problème moral à faire tout et n'importe quoi dans la nature. On peut élever des animaux en mettre 150 dans un demi-mètre carré, il n'y a pas de problème parce qu'on s'en fout, parce que c'est un autre monde que nous et que moralement, du coup, il n'y a plus les mêmes règles, si tu veux. Voilà. Donc, vous avez une définition assez large, qui est bien, parce que c'est vrai qu'il y a toute une notion de justement un peu morale sous-jacente aux thématiques de l'écologue, même si c'est pas forcément le cœur de leur sujet. Comme vous aurez compris, quand il faut une étude, ils pensent pas forcément aux questions philosophiques, mais je pense qu'ils sont nombreux à être comme Lou, de plus en animés, plus. quoi. De plus en plus, un autre truc qu'on n'a pas dit par rapport à ça aussi, c'est que l'écologie, c'est une science qui est assez récente. L'explosion, on va dire, des publications scientifiques. Années 60, 70 ? Ouais, voilà, c'est ça. Un peu après la deuxième moitié du 20e. Les très grands concepts, on pourrait situer ça genre 19e, par exemple, avec Humboldt, c'est un des premiers vraiment à penser écologie. Darwin, on l'a retenu comme un évolutionniste, mais la théorie de Darwin, c'est une théorie écologique, hein, la sélection naturelle, l'adaptation à l'environnement, etc. On est en 100% en écologie. Donc en fait, les très très grandes bases de l'écologie, on les a depuis 100, 200 ans, quelque chose comme ça. Et par contre, le développement académique vraiment de la science écologique, ça c'est beaucoup plus récent. Et du coup, c'est une science qui est assez jeune, enfin la pratique académique est assez jeune, et on est encore au début ça va évoluer, du mélange des relations avec d'autres sciences, etc. Donc c'est en train d'apparaître et ça va continuer. Mais c'est pas une science qui a forcément un niveau de recul sur elle-même aussi grand que d'autres sciences comme, je sais pas, la chimie, des choses comme ça. Yep. Bonsoir à Jean qui vient de se connecter, content de te voir ici, et merci pour ton follow. Du coup,
Ça, c'était pour la partie où on pose un peu les bases. Et donc, moi, ce qui m'intéressait aussi pour finir cette définition, c'est qu'on comprenait que il y a une grosse complexité, il y a beaucoup de jeux de données, et qui sont un petit peu inextricables. Pour reprendre ton expression qui, j'espère, va marquer les gens, et pardon si j'ai connu le micro, c'est la science du bordel. Donc, j'aime bien parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de données, beaucoup d'interactions, beaucoup de choses et qu'il est difficile de voir à travers. Et, Ouais. et donc, passons un petit peu au vif du sujet. Donc, c'est avec certains de tes camarades en 2020. Tu as, alors je vais assez mal définir la chose, tu as fait, on va dire, un comparatif entre, c'est là où on va commencer à parler de jeux vidéo pour les geeks, entre l'écosystème tel qu'on le connaît, l'étude des écosystèmes, et l'écosystème virtuel qu'on trouve dans le jeu vidéo StarCraft 2. Ouais. Est-ce que j'ai bien expliqué Ouais. déjà? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, C'est d'adresser des parallèles. En voilà. fait, Donc tu peux ce résumer un peu, parallèle, mais il faudra qu'on explique, parce que tout le monde ne sait pas quoi c'est StarCraft 2, même si la licence est ouais, vieille. Mais ouais. voilà. Mais je t'en prie, introduis-moi ça. En Enfin, fait, titre. ouais, carrément. Non, ce que je dis au tout début sur la définition d'un écosystème, je dis c'est habitat, ressources et organisme. Donc en Ouais. fait, quand on ces trois trucs-là, à partir de là, on est dans un écosystème. Donc en fait, la notion d'écosystème peut être utilisée dans plein de situations. Des fois, c'est d'ailleurs un argument marketing. Les mots écosystème, maintenant, on le voit dans plein Oui. de trucs. Écosystème du jeu vidéo. Bon. C'est pour Mais ça qu'on voulait introduire un peu aussi, parce qu'écosystème, je pense que ça veut rien dire à personne. Ça veut dire la nature, en fait, pour la plupart des gens. voilà, mais c'est un vrai sens Ah écosystème. oui, Donc bien c'est sûr. quand on a des ressources, des organismes et des habitats et le tout qui interagit. C'est différentes composantes qui sont en interaction. Et en fait, alors, je suis pas un grand gamer, mais il y a un jeu auquel j'ai beaucoup joué, c'est StarCraft. Donc tu as beaucoup joué à ce jeu. En plus, ça, Oui, je alors il voulais y a te un poser la moment, question. D'accord, ok. j'y joue plus. Ça dépend de ce que tu appelles beaucoup, Bah, mais j'y ai joué, j'y ai joué. tu sais comment ça J'y ai joué fonctionne, quoi. concrètement. Voilà, c'est ça. Et en y jouant, en fait, progressivement, j'ai réalisé ce truc-là, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel on a des petites unités Mhm. qui peuvent être vues comme des organismes qui sont sur une carte. Donc, ce serait l'habitat. Et puis, sur cette carte, il y a des ressources à exploiter. Et donc, en fait, on est vraiment 100% dans une problématique écologique. On a des ressources qui sont exploitées par des organismes qui vivent dans un habitat. Et puis, ces organismes, ils sont en interaction entre eux. En l'occurrence, dans StarCraft, l'interaction principale, c'est une interaction de type compétition. C'est-à-dire que les deux individus qui jouent l'un contre l'autre, ils sont en lutte pour l'acquisition des ressources. Et donc, petit à petit, cette idée est apparue, sachant que une autre chose qui m'est apparue en parallèle aussi, ça c'est parce que je suis botaniste à la base. Ah merde. Ah merde, j'avais pas, mais si j'avais su. Je vais couper immédiatement ce live. En fait, chez les plantes, il y a eu plusieurs grandes théories qui ont essayé de synthétiser les grands types de plantes qu'on peut retrouver dans la nature. Et une des théories peut-être la plus célèbre, ça s'appelle le triangle CSR de Grime. Alors, ça fait un peu Merci pour le nom barbare. comme terme comme ça. En gros, c'est de dire il y a trois grandes catégories de plantes. Mhm. Il y a des plantes qui sont capables de résister au stress. Donc, c'est des plantes qui vont pousser lentement, mais qui sont capables de subir des stress très importants. Donc, ça peut être par exemple un cactus. Voilà, si c'est une affaire très chaud ou très sec, Mhm. il va se maintenir, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est la première catégorie de plantes qu'on appelle les stress tolérantes, qui résistent au stress. Deuxième catégorie de plantes, c'est les plantes rudérales. Alors, elles ne résistent pas au stress, elles résistent aux perturbations. Les perturbations, c'est une destruction de biomasse, partielle ou totale. Donc, en gros, c'est les plantes qui repoussent vite. C'est les plantes, si on leur coupe un morceau, ça repousse très C'est un rapidement. Le peu des cactus, ce n'est pas plantes le cas. pionnières, c'est-à-dire qui vont sur un milieu Voilà, perturbé, elles vont pousser en c'est ça, première. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le cactus aussi, il est capable de repousser, mais il va repousser très lentement. Les plantes rudérales, vraiment, leur spécificité, c'est d'être capable de repousser très, très vite. Donc, il y a un terme qu'on emploie dans d'autres domaines, d'ailleurs, c'est la résilience. Donc, c'est des plantes qui sont extrêmement résilientes. On peut détruire quelque chose, couper un morceau, pas de souci, ça repart. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. Et puis, troisième grosse catégorie de plantes, c'est les plantes compétitives. Elles sont un peu particulières, mais leur particularité, c'est qu'elles vont être extrêmement performantes dans la lutte contre les autres plantes. Elles ne sont pas particulièrement adaptées aux perturbations ou au stress, mais elles sont remarquablement adaptées à la compétition avec le monde vivant qu'il y a autour d'elles. La bagarre, ça veut dire. C'est la bagarre. Voilà,
Exactement. Donc ça, c'est les plantes qu'on va retrouver typiquement en fin de succession dans un écosystème. Donc c'est l'inverse des plantes pionnières, c'est celles qu'on trouve à la fin, c'est celles qui ont gagné le game, si tu veux, Oui, oui. à la fin. Donc ça peut être des grandes fougères, ça peut être certains arbres, etc. D'accord, ok. Donc il y a ces trois grandes catégories. Ouais, Enfin, oui, si, continue, parce que tu te souviens qu'on a un peu préparé cette émission, en fait, ouais, du coup, pour bien se préparer, et je vais vous montrer un peu les images du jeu pour qu'on commente ça, ouais, et Lou ouais. aussi voulait montrer une vidéo du jeu. Mais Alors, excuse-moi, ouais. je te laisse terminer. Non, je termine juste là-dessus. En fait, donc, il y a ces trois grandes catégories. Et en fait, Ouais. je me suis rendu compte que dans StarCraft, les races qu'on pouvait jouer, et ben, en fait, chacune, involontairement, en fait, Représenter ces reproduisait. stratégies-là, en fait. C'est ça. Donc, on va voir après. Mais en gros, les Terrans, pour ceux qui connaissent, on va expliquer après aussi. Oui, ouais. Euh, On les on Terrans, fera c'est le les espaces parallèle entre opérants. les... Les Zergs, c'est les rudérales. Et les Protoss, c'est des espèces compétitives. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait ces trois grandes stratégies-là. J'ai dit c'est involontaire, c'est plus ou moins involontaire. Ils n'en avaient probablement pas conscience, évidemment, quand ils ont créé le jeu. Mais en gros, Mais ces bizarrement, races, ça fonctionne. en fait, ces trois grandes stratégies en fait, quand on est un organisme dans un environnement, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas dépenser les ressources dans tous les sens. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, on est obligé de faire des choix. On est en gros obligé de se trouver un créneau, si tu veux, se trouver une stratégie qui marche bien. Et des créneaux, en fait, il n'y en a pas 150 000. Et là, avec ces trois grands types de plantes, bah, en fait, on a les trois créneaux principaux, si tu veux, en termes de compromis qu'il faut faire, en termes d'allocation des ressources, etc. Donc, c'est logique que dans un système où il est question de ressources, d'habitat, d'organismes, de compétition, etc., bah, c'est logique que même involontairement, en fait, on arrive à retrouver Une logique... cette logique-là et des grandes stratégies qui correspondent à ce qu'on retrouve dans la nature. Ok, super. Moi, je sais pas vous, moi j'ai bien compris. On va redire après chaque espèce un peu fait quoi, on redétaillera un peu, on fera une petite liste des similarités entre le jeu et l'écosystème. On va vous montrer ça. Donc normalement, voilà, génial. Donc c'est une petite vidéo de démonstration du jeu que je vais tâcher, on va tâcher de... J'ai un peu préparé, cette émission est préparée et Lou sait ce qui va se passer, etc. Il n'y a pas de surprise. Toutes les émissions seront peut-être pas comme ça. Donc là, c'est en fait la vidéo d'introduction du jeu qui montre comment fonctionne le jeu. C'est donc ce qu'on appelle en anglais c'est un RTS pour Real Time Strategy, donc stratégie en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui dirigez tout. Et ça se passe en direct, en fait. Comme cette émission est en direct. Vous êtes en direct sur l'envers de la blouse. Excellent. Exactement. Donc, vous voyez qu'il y a des petits bonhommes qui bougent, il y a des bâtiments. Voilà, voilà. Et donc là, typiquement, ce qu'on est en train de voir, donc là, le but, c'est de se foutre sur la gueule avec les autres. Et ce qu'on voit ici, par exemple là, voilà, donc là, c'est l'espèce, c'est les Protoss. Ouais, tu peux mettre pause rapidement. J'ai mis pause là, qu'on comprenne ce qui se passe. Ça, c'est la base d'un des joueurs. Ouais. Et il y a le QG au milieu, là, l'espèce de gros bâtiment. Et tous les petits bonhommes qu'on voit autour, là, c'est quoi? Bon, c'est les paysans, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais, ça s'appelle des récolteurs. Voilà. Ça. Ils récoltent, et donc les cristaux que vous voyez au sommet, ce sont donc les ressources. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc on accumule des ressources, et après, le joueur utilise d'une manière ou d'une autre les ressources, donc pour... c'est ça. On dit les péons, c'est vrai, je suis d'accord, professeur Loufoque. Les péons, c'est ça, dans le langage gaming. Ouais, voilà. Et après, voilà, ces ressources sont utiles pour créer des unités, créer des bâtiments. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est vraiment... Vas-y. Pardon, non, je t'ai coupé. Ah non, mais allez-y, cher ami, c'est vous l'invité. En fait, ce que je veux dire, c'est vraiment basé sur l'acquisition de ressources. Vous pouvez absolument rien faire sans ressources. Oui. Le seul truc, c'est qu'ensuite, il y a plein de possibilités pour dépenser ces ressources. On peut dépenser ces ressources pour aller acquérir encore plus de ressources. Voilà. Mais le problème, c'est que en face, la stratégie du capitalisme, on appelle ça. Voilà, le problème, c'est qu'en face, il y a un mec dont le but, c'est de te péter la gueule. Voilà. Et donc, il faut aussi investir des ressources dans la défense, donc dans des unités militaires, et puis dans le développement technologique. En fait, les unités qu'on peut produire en tout début de partie, elles coûtent très peu cher en termes de ressources.
mais elles sont relativement fragiles et peu efficaces. Et quand la partie avance, ça devient beaucoup plus Oui. intéressant d'avoir des unités qui sont plus On, coûteuses, on le mais qui voit sont plus ici, performantes. donc là c'est la bagarre. Vous voyez, depuis tout à l'heure, ça se fout copieusement sur la gueule. On voit ici, donc c'est l'une des races, ça va être maintenant. Vous voyez qu'il y a des petites unités à la con là qui courent dans tous les sens, et on voit qu'il y a des gros trucs qui coûtent plus cher, qui vont être plus puissants, etc., qu'on peut Voilà, pas utiliser tout de ça, suite. Et c'est ça. Café des Sciences nous host. Donc ça, Merci beaucoup le Café des Sciences. en langage gaming, c'est des unités de late game, c'est-à-dire que c'est des unités qu'on a à la fin de la partie. Tout à fait. Et Je remets. en traduction en langage écologique, c'est les unités, c'est les organismes qu'on verrait en fin de succession. Donc, ils ne sont pas adaptés au début de la succession parce qu'ils sont trop longs et ils coûtent trop cher à se mettre en place. Mais si on laisse suffisamment de temps à l'écosystème de se développer, ils finissent par s'installer et par dominer les autres. Voilà. Donc, la spécificité vraiment du jeu, c'est qu'il est en temps réel. Ça, c'est un truc très important. Donc là, il y a quelqu'un qui a cliqué, qui a amené ses bonhommes pour récolter les ressources, qui ensuite a choisi les bâtiments qu'il pose, etc. Vous voyez que la base grandit au fur et à mesure. Donc là, ce sont les Terranes, qui sont... Alors, les Terranes, c'est ceux qui sont plus... Les Terranes, c'est les stress tolérants. C'est ceux qui ont des unités défensives très performantes et qui sont capables de résister à des stress à la fois en termes de ressources. Il n'y a pas beaucoup de ressources, le Terran est favorisé. Et à la fois, ils sont capables de résister à des agressions importantes parce qu'ils peuvent réparer leurs unités, ils ont des bâtiments défensifs, des unités défensives très performantes. Donc les Terrans, ça marche très bien de dire que c'est les stress tolérants. Une des particularités des espèces stress tolérantes aussi, c'est qu'elles sont très peu résilientes, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est obligé de faire des choix. Donc si on fait le choix d'être résistant, on ne peut pas également faire le choix d'être résilient. Donc les Terrans, ils sont très résistants, mais par contre, ils sont peu résilients. Donc pour le dire en termes concrets, un Terran, si au cours d'une partie, d'un coup, pour une raison X ou Y, il perd toutes ses unités, il est dans une merde noire parce qu'il n'est pas capable de les reproduire rapidement. Quand on dit Terran, imaginez une plante en fait. Une plante qui a utilisé ses ressources d'une certaine manière pour faire certaines capacités, on va dire, certains super pouvoirs. Et donc, c'est la même chose si elle s'installe dans un milieu, et puis si elle s'est faite qu'on va dire dérouillé par une autre espèce, c'est de la compétition en fait. Il y a pas, voilà, les plantes ne se foutent pas la gueule à coups de laser. Voilà, mais en gros c'est l'idée. Là, ce qu'on voit, c'est plus on voit qu'il y a des tronches un peu différentes. Ce gros truc là, il me semble que ce sont les Protoss. Ouais. Ça c'est un colosse Protoss avec des trackers à côté. Donc, le colosse, c'est une unité plutôt de late game. Enfin, ça peut arriver relativement tôt, mais en tout cas, c'est pas la première unité qu'on produit dans la partie. Bien sûr, ouais. Les Protoss, c'est les compétitifs, c'est-à-dire ils sont un peu à mi-chemin, enfin ils sont assez équilibrés en termes de résistance et de résilience, ils sont plutôt résilients, pas autant que les Zergs, évidemment, et plutôt résistants, là aussi, pas autant que les Terrans. Mais surtout, en fait, c'est les unités les plus coûteuses du jeu et les plus fortes. Donc, c'est les espèces qui sont capables de dominer en fin de succession, qui vont être un peu fragiles en début de partie. Mais qui, si on laisse le temps de développer une économie, de se mettre en place, etc., elles ont un avantage parce que c'est des unités vraiment très, 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 très fortes. Et alors après, on a juste après ce plan-là, on a les Zergs. Alors, qui ressemblent à des insectes un peu dégueulasses. Et tout à l'heure, alors je ne sais plus qui a dit ça, quelqu'un a dit vive les Zergs, il me semble, si je dis pas de bêtises. Vive les Zergs, c'est Tutti Quanti qui nous a dit ça. Donc je sens que toi aussi dans les commentaires, sur YouTube, mettez-nous votre race préférée de StarCraft. Et donc les Zergs, eux, c'est pour moi qui ai un peu joué à StarCraft, c'est au contraire une espèce qui s'installe très vite, qui fait beaucoup d'unités. C'est ça. Donc il faut imaginer une plante, par exemple, qui fait beaucoup de graines. J'aime bien cet exemple, les Zergs, ça parle mieux. Je sais pas, un coquelicot, par exemple, qui est considéré comme entre guillemets mauvaise herbe, c'est pas un très bon terme scientifique, mais dans la petite capsule de graines, les graines de pavot, en fait, il y a, je sais plus combien il y a de graines par capsule. Il y en a sûrement des milliers ou des dizaines. Voilà, c'est ça, c'est énorme. Et donc après, on se retrouve avec plein de coquelicots. Et les coquelicots, ce sont des Zergs. Voilà. Ouais. C'est un peu ça. Les Zergs, ils sont assez fragiles. Mais en fait, l'aspect compétitif du Zerg, c'est vraiment basé sur la résilience. Donc, le Zerg, s'il va même jouer là-dessus, ça ne lui pose pas de problème de perdre toutes ses unités d'un coup. Il peut tout reproduire extrêmement rapidement. Et il peut se disperser et prendre des nouvelles bases extrêmement rapidement. Donc, le Zerg, c'est vraiment l'espèce rudérale par excellence.
Donc, il va pouvoir se déplacer très vite, faire rapidement des grosses populations qui vont se trouver plus fragiles que celles des Protoss ou des Terran dans le jeu. Mais le fait est qu'il va être capable de reproduire tellement forte que par étouffement, si tu veux, il peut réussir à gagner. C'est ce qu'on appelle dans le chat, les gens ont bien compris les zergs, c'est le zerg rush. Donc le rush, c'est simplement, voilà, c'est au début de la partie, comme au début quand les plantes s'installent à un endroit, et ben les zergs ils vont à fond la caisse et puis ils s'installent et comme tu l'as bien dit, ils étouffent l'adversaire. C'est ça. Ils peuvent se développer très très vite initialement et faire des grosses populations très rapidement pour vraiment dépasser l'adversaire. Voilà. Après, tu parlais tout à l'heure, on peut en dire juste 2 mots, 30 secondes sur les races préférées. Il y a toute une mythologie un peu par rapport au choix des races, on va dire, dans StarCraft 2. Les Zergs, c'est connu pour être la race qui nécessite la plus grosse macro-gestion, c'est-à-dire qu'il faut être capable vraiment d'être extrêmement performant en termes de gestion de l'acquisition des ressources, de prendre des nouvelles bases, de produire des unités, donc tout ce qui est macro-gestion. À l'inverse des Terrans, qui, eux, ça va être plutôt la race qui va être très demandeuse en termes de micro-gestion. Donc, les unités ont tout un tas de capacités. Et si vous voulez être efficace avec les unités, il va falloir passer beaucoup de temps sur elles, on peut dire les babysitter, on va dire, utiliser leurs capacités spéciales, etc. Et donc, il va être une race qui demande vraiment une micro-gestion intensive. Et la troisième race, les Protoss, alors c'est un peu, c'est un peu un cliché, on va dire, mais c'est vrai dans une certaine mesure. C'est une race qui demande moins c'est un peu plus facile, on va dire, en termes de micro-gestion, de macro-gestion. Il y a un peu moins de détails et de subtilité. Donc, c'est un peu plus facile de jouer en Protoss, je trouve, même si j'aime bien la race. Mais du coup, ça fait qu'il y a toute une mauvaise foi. Il y a toujours, dans la communauté de StarCraft, il y a toujours des débats sans fin sur l'équilibrage du jeu aussi. Est-ce que c'est trop facile, tu veux que je me fasse pourrir, en fait, dans les commentaires. C'est ça, qu'il y a tous les trolls qui... on va se faire... Bon, bref. Du coup, alors, il y avait une question de Games from Jurassic. Salut, ça change quoi le temps réel au tour par tour? Ça changerait quoi? Alors peut-être que c'est la définition de temps réel qui est pas très claire. En fait, c'est pas si simple à définir. Non, le temps réel concrètement, on ne sait pas. Il y a toujours un temps non rétrécible. Je ne sais plus c'est en combien de microsecondes. C'est juste que le temps réel, dans ce qu'on appelle temps réel dans un jeu vidéo, c'est pas du temps réel vrai, c'est du temps discontinu. C'est des pas de temps, mais c'est juste qu'ils sont extrêmement resserrés. C'est-à-dire que dans une seconde, tu as peut-être mis 1000 pas de temps, si tu veux. Donc, on convient on appelle ça temps réel, c'est un peu abusif, mais c'est OK. Sa question exactement, c'est le fait que ce soit en temps réel, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça change quelque chose dans le lien avec l'écologie? Et je pense que c'est ce qu'on va voir juste après, en fait. Mais je suis pas sûr que le fait, si c'était au tour par tour, je suis pas certain que ça changerait quelque chose quant au parallèle que tu peux faire avec un véritable écosystème. Non, carrément. Ça changerait rien. Le temps réel, c'est juste que c'est encore plus réaliste et que c'est encore plus complexe parce que, comme j'ai dit juste avant, les pas de temps existent, mais c'est juste le pas de temps, là, c'est de la microseconde. Et donc, du coup, le nombre de décisions totales qu'il y a à prendre, il est absolument colossal. Si on a un truc qui est en tour par tour, on peut encore raisonner avec un arbre de décision, si tu veux, et puis voilà, telle branche, c'est pas la bonne, on va sur celle-là, etc. Quand on est en temps réel, du coup, il y a tellement de décisions qui sont possibles que ça devient totalement impossible de raisonner en termes d'arbre de décision. Et on est obligé d'avoir recours à d'autres méthodes pour être performant dans ce type de système. Et d'ailleurs, le temps réel, c'était une des raisons qui a fait que les gens qui bossaient sur l'intelligence artificielle on n'a pas encore parlé ça, mais se sont intéressés aux jeux vidéo. C'était vraiment une des particularités de StarCraft par rapport aux autres défis précédents de l'intelligence artificielle qui avaient eu lieu sur les échecs et le Go.
c'est que StarCraft est en temps réel. Oui, c'est-à-dire que ça s'arrête en principe jamais. Quand on joue contre un autre joueur, aussi ça ne s'arrête pas. C'est ça la différence. Un échec, en fait, effectivement, il y a un timer, mais il y a quand même, on a le temps de réfléchir à son prochain coup. Là, Carrément, c'est, carrément. on peut parler peut-être vite fait des compétitions et après on va se calmer un peu au niveau du jeu. Et finalement, on avance déjà plutôt bien sur le sujet. Enfin, je te propose, sauf si Ouais, voilà. Lou voulait vous montrer. Il faut savoir que StarCraft, c'est une vieille licence de jeu réputée. Le premier jeu, j'ai vu, si je dis pas de bêtises, hein, c'est 1998. ouais, je crois, le tout Coupe premier. du Là. Monde, je sais pas quel âge t'as, toi, mais moi j'ai 12 ans. Voilà, Moi, j'ai 9 ans. voilà, donc tu es petit. Et donc à l'époque, j'y ai pas joué. J'ai joué à d'autres jeux. C'était un peu l'avènement de ces jeux en temps réel, Ouais, justement. c'est ça. Et moi, j'y avais joué. C'était le fils de la copine de mon père qui l'avait eu, je sais plus quoi, à Noël, un truc. Et je squattais en douce l'ordi et j'y ai pas joué après pendant 15 ans. Et il y a quelques années, j'ai complètement sorti de nulle part. J'ai réinstallé le truc. Ouais, Mais comme dit donc c'est INS Vidéo, c'est Jean, hein, vous pouvez aller s'abonner à sa chaîne d'ailleurs, un très sympathique camarade. Pour lui, ça a été une révolution à l'époque. Et, ah bah oui, non, c'est mais vrai, StarCraft, c'était c'est top. Enfin, l'univers est chouette, juste l'univers visuel, voilà, qui est un univers un peu de science-fiction, enfin un mélange de fantasy et de science-fiction. Et vraiment, oui, j'espère que vous c'était. aviez de bonne qualité d'image quand j'ai partagé quand j'ai partagé la petite vidéo du jeu. Hein. Il est assez, même aujourd'hui, je le trouve assez joli, hein, d'ailleurs. Il y a un bel imaginaire. Vous voyez avec Carrément, carrément. les Ah, trois races, elles c'est sont. cliché, non, mais c'est super. Euh, C'est Blizzard, là, donc, qui sont aussi connus pour faire des cinématiques oui, de c'est vrai. qualité dans leurs jeux vidéo, Exact, ouais. qui est quelque chose de toujours très léché. Enfin, c'est pas un jeu qui est buggé avec Non, non, c'est Mm. nickel le StarCraft. Et surtout, c'est un jeu qui a des possibilités qui sont infinies, en fait. Il y a pas une partie qui va ressembler à une autre. Le jeu est tellement complexe qu'on est incapable de reproduire deux parties identiques, en fait. Donc, il y a une variété qui est infinie dans le jeu. En fait, on peut faire plein, plein de choses. Donc, c'est ce qui a expliqué le succès. Et je sais pas, tu leur as mis la vidéo, là Non, pas encore. Non, On allait y venir. ah oui, parce Il y a, il qu'il y y a a, aussi il y a le son et tout, ouais. Drogstrod, bienvenue à toi, qui vient de follow. Il follow, et puis tout de suite, il dit il est classé dans les précurseurs du jeu vidéo. Les précurseurs, même, il le dit à Ah, bah, l'américaine. StarCraft, c'est un monument. Hein. Donc, même si on n'est pas trop jeu vidéo, moi je trouve que c'est bien. Ça fait un peu partie de la culture pop, on va dire. Je sais pas comment dire. Ouais, ouais, Ça fait carrément. partie des jeux importants. Et tellement important qu'il a donc pris. Alors là, on s'éloigne un peu du sujet de l'écologie, mais comme c'est des joueurs qui s'affrontent, bah, ça a donné lieu à de l'e-sport. Donc c'est quand on fait, c'est pas quand on fait du sport en jouant aux jeux vidéo, mais c'est quand le jeu vidéo devient une compétition sportive et c'est plus le même jeu en fait, en vrai. C'est ça, On est c'est d'accord ça. que entre toi qui Ouais. joues à clic-clic, tiens, Ah, bah le oui. péon il Ah, va bah oui. là, et puis machin, et puis je vais t'attaquer, Jean du 72, haha, prends ça. Là, Ah bah non. non, mais les joueurs pros, c'est du grand Mendes dans tous les jeux vidéo, mais StarCraft encore plus. Alors c'est un peu, comment dire, c'est la communauté StarCraft qui se lance des fleurs à elle-même, mais bon, en gros, ça passe pour être le jeu qui était le plus exigeant, enfin le plus compétitif au global, parce qu'il y a à la fois des compétences techniques qui sont très importantes. Il faut être capable d'être extrêmement rapide et agile. Oui, Quand tu vois le clavier d'un pro gamer, le gars, c'est un pianiste, clairement. ils ont Mais des en plus de séquences ça, de, de micro-gestion. de stratégie, c'est-à-dire que je sais que je vais faire ça, 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 ça et ça. Il mémorise 30 actions. Il fait ces 30 actions d'un temps record parce que ça se joue C'est à la ça, seconde près, en fait, c'est ça, pour c'est ça, gagner l'avantage sur l'autre, pour pas être. c'est ça. Donc il faut être très fort techniquement, mais il faut aussi être fort intellectuellement, j'allais dire. Enfin, il faut être capable de comprendre le jeu, ce qui se passe, quelles sont les décisions qu'il y a à prendre, etc. Et c'est compliqué, Mhm. StarCraft. Donc, bah, ça se fait pas comme ça, si tu veux, Non, d'avoir il y a un une entraînement et maîtrise tout, du c'est un vrai jeu. Et truc, hein. voilà. Du coup, je vais montrer la vidéo que tu Ouais, voulais. ouais, Alors, il va y ouais. avoir le son ce coup-ci. Euh, alors, il faut que j'allume le son, sinon il n'y a pas le son. Ouf,
on a eu chaud. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est avant? C'était voilà, pour vous parler un peu d'e-sport, pour le principe, parce que why not, et que ça fait partie de l'univers StarCraft, même si là l'écologie c'est un peu plus loin, mais voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que tu voulais nous montrer? Alors, en fait, c'était juste un petit, je sais plus pour le fun fact, on va dire. C'est le fun, ouais, tout à fait. C'est ça. C'est une finale de championnat du monde entre deux joueurs coréens. Donc la Corée du Sud a une grosse domination sur les jeux vidéo qui est en train un peu de s'équilibrer récemment, mais on va dire qu'ils ont longtemps dominé un certain nombre de jeux vidéo, dont StarCraft. Et donc là, c'est une finale. Et en fait, ce que j'aime bien, alors c'est aussi pour montrer à tout le monde la hype, on va dire, qu'il peut y avoir autour de ça. Moi, je connaissais pas du tout l'e-sport avant de rejouer à StarCraft. Et j'étais assez surpris de voir deux mecs jouer dans une salle avec 3000 personnes ou plus dans la salle, avec celui qui gagne, il part avec $100,000 et tout. Enfin, c'est pas du tout le vieux cybercafé obscur. Non, c'était un truc vraiment hyper structuré, hyper développé. Et ce qui était marrant dans cette finale-là, en fait, donc c'est Sou contre Stat, Sou qui est un Zerg et Stat qui est un Protoss. Et Sou, c'était le joueur maudit, en fait, il a perdu 11 finales d'affilée. Donc il est super fort, il a réussi à aller en finale 11 fois, mais à chaque fois il perd. Donc en fait, il avait une espèce de malédiction et qu'il a fini par vaincre lors de ce tournoi-là. Et du coup, je trouve que c'est un bon moment parce que la dernière partie où le truc est ultra tendu. Ça va vous donner une histoire, une ambiance. Alors le son métallique, je suis désolé, c'est moi du coup qui a allumé le son en double de Lou, donc c'est pour ça, je suis navré. Donc j'espère que vous avez bien compris, ce sera un petit raté technique. Ça va pour l'instant, franchement. Du coup, Lou, est là un peu enveilleuse parce que tu nous saoules. Ouais. je suis très sympa avec mon invité. De toute façon, je vais vous mettre la vidéo. Et vous allez voir, l'ambiance, c'est marrant. La vidéo est un peu moins qualitative, mais... Ce qu'on a fait tout à l'heure face à Hero sur la game numéro 3, aussi. À savoir un Hydra Roach, 60 drones à peu près et 5 gaz. Bon là, on en a 4, ça pourrait être le même timing, mais en fait qui arriverait beaucoup plus tôt. Ça se fait aussi, de toute façon, c'est un peu le match-up. D'un côté comme de l'autre, on peut arriver plus ou moins toujours plus tôt ou un peu plus tard. Ça dépend quel est ton feels dans la game. Attends. Au deuxième raté technique, d'affilée. Et bonsoir Gabipédia. Alors, c'était quoi? Tu me l'avais envoyé. Oh là, ouais. Mais si, j'avais mis... Non, c'est 48-35, là, il y a marqué. Pourquoi? Ouais, voilà, ça va venir. C'est bon, ok, bon. On va lancer. Alors, chute, attention, c'est parti. Là, c'est chaud. Vous allez voir qu'il y a une ambiance et tout, c'est marrant. À la suite des autres. Attention, les Sentries sont laissés seuls au nord pour se battre. Du coup, ils se font dépecés par les quelques unités de Sou et la centrale rapide peut-être. Du côté de chez Stat, c'est encore un immortel, 2 immortels en vie. Mais il va falloir remarquer notamment des Stalkers qui vont apporter le DPS effectivement, dont il a désespérément besoin. Mais la question c'est est-ce qu'il peut finir la game maintenant? Faut forcer les drones à fighter maintenant vos force field en bas de la rampe. La micro parfaite à ces unités de rester en vie. Il faut une micro parfaite du côté de chez Stat si on veut y croire. Ou sinon Sou qui va peut-être briser sa malédiction de tellement de finales perdues. Il est peut-être en train de le faire, le Warpin qui est tellement clutch ici de la part du joueur Proto. Est-ce que ça peut passer? L'Immortel qui va être micro au dernier instant. La micro de Stats qui est en train de parler, mais les chiffres sont en faveur du joueur d'air. Il va le faire. Sou qui va gagner sa première grande finale. GG. Sou qui l'a fait. Victoire de la part de Sou. Voilà. Et en plus, je vous fais même le fondu sonore. Il y a une ambiance, c'est de la folie. Alors, on comprend rien en termes techniques. Non, pour montrer l'ambiance, puis c'était un bon moment, c'est un petit monde, les joueurs pro, de haut niveau à StarCraft 2, donc ils se connaissent tous. Et là, c'est juste un peu après, on voit, mais genre, il pleure et tout, l'intervieweuse, elle pleure aussi. Enfin, tout le monde est ému, en fait, parce que le gars, et puis il est attachant, ce gars-là, et il perdait 11 fois d'affilée en finale, et là, il finit par gagner. Et d'ailleurs, Stat, quand il perd la finale, il serre la main après. Des fois, ça arrive que les mecs tirent un peu la gueule. Stat, il le connaît, il lui serre la main, il a un smile comme ça. Il fait non, c'est cool. J'ai perdu, mais mon pote. Professeur Loufoque nous dit ma femme qui m'interpelle en me demandant qu'est-ce que tu fous à regarder du foot. Il y a un peu de ça en fait. Non, mais c'est allé à ce point-là. Et tout à l'heure, donc c'est le Café des Sciences qui nous dit que son voisin travaille sur de méthodes de résolution d'IA
de jeux, dont StarCraft. C'est pour ça que maintenant on va passer à ce qui fait un peu le cœur de ton papier. Donc vous avez compris, on fait un parallèle entre un vrai écosystème de dans la nature avec StarCraft, où on a 3 espèces, etc. Je me permets de faire, pour ceux, il y en a peut-être qui viennent d'arriver, j'ai vu que vous étiez plus de 20, ce qui est quand même incroyable. Vraiment, merci beaucoup. Donc, voilà, chaque espèce a une stratégie particulière qui correspond à une stratégie de colonisation, une stratégie de vie, j'ai envie de dire, d'organismes dans l'écosystème. Donc, Lou nous a déjà fait le parallèle entre chaque race correspond à quoi. Alors, moi là-dessus, j'ai plus tellement de questions en fait, si ce n'est qu'il y a peut-être une notion j'avais noté de compétition interspécifique, mais qui, je pense, n'a pas forcément besoin d'être définie parce qu'on a compris ce que c'était. Mais peut-être que les plantes ou quoi ne foutent pas sur la gueule en vrai. Donc peut-être qu'il faut définir un peu ce que c'est la compétition entre espèces, qui là prend la forme d'une guerre, mais dans l'écosystème, c'est pas la guerre. Ouais, non, alors il faut distinguer. La guerre, ça peut arriver, ça s'appelle la prédation, genre quelqu'un qui mange quelqu'un d'autre. Ça existe. La prédation, c'est quand il y a un transfert de matière ou d'énergie entre les deux organismes. Donc un organisme qui acquiert directement la matière d'un autre organisme. Alors ça, c'est la définition d'écologue. La prédation. On est d'accord. On apprend comme ça, mais la prédation, il y en a un qui boulotte à l'autre. Mais quand tu dis transfert de matière, ça veut dire quoi en fait? C'est l'énergie de l'un va dans l'autre, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la prédation, mais c'est pas ça qu'on a dans StarCraft. On aurait ça si, dans StarCraft, quand on tue une unité, on gagne les ressources qui étaient nécessaires à la production de cette unité. Ça, ce serait la prédation. Mais dans StarCraft, c'est pas ça. StarCraft, c'est de la compétition, c'est-à-dire qu'on se bat pour des ressources. On peut tout à fait se taper sur la gueule, mais il n'y a pas de transfert direct de matière ou d'énergie entre les différents organismes en compétition. Simplement, la compétition fait que y a un partage des ressources, parce que les ressources sont limitées, chacun essaie d'en prendre un petit peu. C'est important ça, c'est vrai qu'ils l'ont noté dans le chat tout à l'heure, les ressources sont limitées. Les petits cristaux bleus qu'on voyait, c'est limité, c'est indispensable même, j'ai envie de dire. C'est hyper important. Quelles conséquences en fait du fait qu'il y ait une limitation de ressources au final, même si je pense qu'on a pas mal compris, mais... tu es obligé de faire des choix, tu peux pas investir dans tout en même temps, tu es obligé de faire des choix, tu es obligé de peut-être sacrifier, si tu veux attaquer très fort, tu vas pas produire des unités défensives qui vont rester à la maison, qui vont servir à rien. Tu es obligé de faire des choix. Tu peux pas tout faire. Par exemple, si on reprend, moi je prends les arbres et les plantes, hein. Il faut que, parce que le but c'est pas que les gens ils comprennent comment ça fonctionne StarCraft, mais comment ça fonctionne un écosystème. Je sais pas, t'as une plante ligneuse, donc qui fait du bois, un peu comme un arbre. Justement, ça prend du temps à se faire. Donc si tu as, entre guillemets, choisi, on utilise des termes un peu qui personnifient le truc, mais c'est pas grave, si tu fais du bois et que tu te mets à faire un beau buisson là, bien robuste et tout, si tu fais ça, t'as pas forcément le temps. Toutes les ressources que tu utilises sont limitées. Tu fais le choix donc d'aller faire une belle plante bien robuste. Donc ça veut dire que tu vas pas faire la saison suivante 150 petites plantes identiques. Exactement. Exactement, tu es obligé de faire des compromis, tu es obligé dans le spectre des possibilités, tu es obligé de te positionner quelque part. Donc ça, c'est un bon exemple que tu as dit. Voilà, si ta stratégie, c'est d'être avec une croissance lente qui va être extrêmement robuste, ça va coûter beaucoup d'énergie et tu n'auras pas autant d'énergie à mettre dans la reproduction, par exemple, et donc dans une production de fleurs ou de graines extrêmement importante. Donc ça, c'est très important. La notion de ressources limitées, c'est vraiment ce qui fait, c'est une des choses fondamentales dans la réflexion en écologie. Et dans un parallèle on peut peut-être en reparler tout à l'heure, mais dans d'autres jeux vidéo, on retrouverait un peu ces concepts-là d'écosystèmes avec des organismes, des ressources, des habitats. Il y a des endroits, il y a des jeux vidéo où ça ne marcherait pas très bien parce qu'il y a des ressources, certes, mais qui sont illimitées. Oui, ils en parlaient tout à l'heure. C'était donc professeur Lefog qui parlait de, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans le chat, un jeu peut-être un peu de la même époque, visiblement, Total Annihilation, un nom qui quand même... ça, je connais pas. Voilà, enfin, tu vois que le nom, déjà, on sent qu'il y a un peu de compétition, quoi. Et qui, visiblement, les ressources étaient limitées. Illimitées, pardon, justement. Donc, ce qui change quand même beaucoup le rapport... Carrément. Il y a un jeu auquel j'avais pensé et
qui vient à l'esprit très facilement pour ce parallèle-là, c'est Age of Empires aussi. Ah, merci. J'allais poser il est chiant, j'allais poser la question. Encore plus réaliste, il y a de la nourriture, il y a de la pierre, de l'or et du bois. Le seul problème d'Age of Empires, c'est que dans la plupart des cartes, alors ce serait facilement soluble, hein, mais dans la plupart des cartes, en fait, il y a tellement de bois qu'on peut considérer que le bois est infini. Et après, vous pouvez échanger du bois dans le marché contre d'autres ressources et tout, donc ça devient complètement... Alors, justement, c'est vrai, donc pour résumer, Age of Empires, c'est une très vieille licence aussi, que je jouais quand j'avais 12 ans, là. Voilà, qui est sortie à peu près en même temps, qui a aussi été très importante. Là, par contre, ça, c'est dans un contexte historique, donc c'est par exemple, je sais pas, les Britanniques qui vont se cogner contre les Francs, qui construisent des châteaux, des unités, exactement la même chose. Il y a l'épisode 4, le numéro 4 qui est sorti récemment d'ailleurs, auquel j'ai un peu joué, et je sais plus du tout où je voulais en venir. Oui, c'est vrai qu'il y a du bois qui est illimité, donc on construit des maisons avec du bois, on nourrit les gens, on de l'or, etc. Voilà, le geek, il a la référence, Wololo. Mais le truc, c'est qu'il y a des ressources qui sont quasiment illimitées dans les écosystèmes. C'est pas la théorie du monde vert, même si elle est un peu contredite, mais j'essaie de passer pour qu'elle est intelligente, mais les plantes, par exemple, il y a quand même énormément de plantes. Oui, mais il y a une ressource qui est quasiment, d'un point de vue thermodynamique, la Terre, c'est un système ouvert par rapport à l'énergie lumineuse qui parvient. Donc, on pourrait considérer, c'est pas vrai dans l'absolu, hein, mais à notre échelle de temps, on peut considérer que l'énergie lumineuse est à peu près infinie. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle peut prendre toutes les intensités possibles. Si tu as des nuages, etc., ça peut diminuer. Mais en tout cas, elle va continuer d'arriver, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Le Soleil, il a encore, je sais plus, 4 milliards ou 5 milliards d'années devant lui. Donc l'énergie lumineuse peut être vue comme relativement infinie de manière générale, mais concrètement, c'est pas forcément le cas. Si tu as une plante à côté de toi qui est grande, qui fait de l'ombre, bon, bah voilà, tu as de l'énergie lumineuse beaucoup plus rare qui parvient. Et donc tu es obligé de t'adapter. Il n'y a pas de ressources infinies, il y a des ressources qui peuvent être très fréquentes. Comme l'eau, par exemple. Il y a plein d'écosystèmes où il y a de l'eau, et puis de toute façon, chaque organisme a besoin d'eau. Bah, s'il n'y a plus d'eau, il n'y aura plus de vie, ça c'est sûr. Il n'y a aucun organisme qui vit sans eau. Hein. Il y a des organismes qui vivent sans oxygène, etc. Sans eau, c'est impossible. Il n'y a aucun organisme qu'on connaît qui vit sans eau. L'eau, c'est la matrice du fonctionnement physiologique du vivant. Des cellulaires. Exactement. Des cellulaires. Mais de tout, enfin, vraiment, il n'y a aucun organisme. Tout le monde n'est pas cellulaire. Oui, mais non, il y a toujours de l'eau. L'eau, c'est une matrice, c'est un solvant incroyable. Oui, voilà. Quand la ressource en eau vient à manquer, le but pour un organisme, c'est jamais de s'en passer. Au contraire, c'est comment on va pouvoir la stocker, la protéger, etc. Mais l'eau, c'est jamais infini. Alors oui, si tu vis dans l'océan, bon, là, il y a peu d'eau à disposition. Il y a le geek qui nous dit qu'il a déjà rasé intégralement la forêt dans Age of Empires 2. Qu'as-tu à répondre à ça? Alors il y a des maps aussi où il y a beaucoup moins de forêt. Hein. Oui, il y a des maps extrêmement désertées. Et où justement, du coup, toute la stratégie change. Pour la bouffe, par exemple. Donc la map, c'est l'environnement, hein, c'est le milieu, c'est ce qu'on voit, ce qu'on voyait derrière les unités, c'était le milieu. C'est ça. Parce que le bois, par exemple, dans Age of Empires, il sert à construire des choses, mais il sert aussi à construire les fermes qui apportent de la nourriture. Donc quand tu as peu de bois, bah, tu peux construire peu de fermes, donc tu peux avoir moins de nourriture, donc tu es obligé d'aller chercher la nourriture dans la pêche, par exemple, ou dans la chasse. Donc, du coup, évidemment, ça change ta stratégie écologique dans le jeu. Tu ne te développes pas de la même manière. Ok. Mais voilà, si on voulait faire un truc vraiment sur Age of Empires qui marcherait bien, donc voilà, il faudrait être sûr que les ressources soient bien limitées. Il faudrait interdire le marché parce que c'est trop facile j'échange 100 de bois contre 100 d'or. C'est totalement... il n'y a pas de parallèle qui est possible à faire avec la réalité de la stratégie. Voilà. Je lis vos bêtises sur le chat. J'ai encore vu, on est pas loin de 30. C'est invraisemblable pour un premier live. Je suis vraiment très satisfait et même je dirais que je suis un petit peu ému. Voilà. Je l'ai dit. On va parler un peu d'Alpha Star.
Voilà, alors tout de suite, voilà. Donc là, on va s'éloigner un peu du jeu vidéo, parce que je pense que ceux qui aiment pas ça, bon, désolé, ça parlera pas toujours de jeux vidéo, mais là, ils sont gonflés, ils sont sûrement déjà partis. Je parle en particulier des gens sur YouTube, je dis, je comprends rien. J'espère qu'on a été assez clair pour ceux qui ont envie de s'intéresser un peu à l'idée. Explique-nous, mais qui est ce AlphaStar ? AlphaStar, c'est une intelligence artificielle qui a été développée qui a commencé à développer il y a 4-5 ans et qui est arrivée à maturité il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises sur les dates. Et donc, c'est une intelligence artificielle qui a été développée spécifiquement pour StarCraft 2 et dont le but était d'arriver à jouer une partie aussi bien que le ferait un être humain et même d'être capable de battre un être humain, on va dire, sur StarCraft 2. Ça fait penser à, tu sais, pour les échecs aussi. Comment c'était dans le chat, vous l'avez ou toi tu l'as, l'intelligence artificielle Comment t'as dit Deep Blue, ouais, c'est ça. Qui devait battre Gasparov. Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. Donc c'est un peu la même idée en fait, finalement. Donc en fait, voilà, AlphaStar, il s'inscrit dans une continuité d'autres IA qui avaient été développées précédemment. On va parler de ses spécificités à lui. Juste d'abord, pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ces gens-là se sont intéressés à StarCraft 2 ? Donc on en a parlé au début tout à l'heure, le fait que ce soit un écosystème complexe, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Aux échecs ou au Go, il y a aussi 2 joueurs qui s'affrontent, mais ils ont une variété de pièces qui est beaucoup plus faible et une variété de cases qui est beaucoup plus faible. Une case dans StarCraft 2, c'est un pixel. Donc, le nombre de possibilités, il est absolument délirant. Oui. L'ordre de grandeur, c'est 10 exposant 26 possibilités à chaque pas de temps dans StarCraft 2. Donc, c'est absolument colossal. On ne peut plus du tout résumer par arbre de décision. C'est totalement impossible. Oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord, oui. Okay. Donc, ça, c'est la première chose. L'arbre de décision, ça peut être bien qu'on définisse. C'est vrai, imaginez comment peut fonctionner un ordinateur qui joue aux échecs. En fait, à partir d'une situation, il prévoit tous les coups, voire plusieurs coups. Et du coup, il choisit ce qui est le mieux. Et c'est un grand arbre de décision. Ça fait une sorte de... je sais pas, ouais. Mais ça fait un arbre, en fait. Ça apporte vachement bien son nom. C'est ça. Et donc, je crois que Deep Blue, je ne suis plus sûr exactement, mais il me semble que Deep Blue, il fonctionnait comme ça. Ce n'était pas de l'apprentissage par réseau de neurones. Et Deep Blue, c'était juste que tu vois, Kasparov, il était capable de calculer 10 coups à l'avance. Et Deep Blue, il n'était pas capable d'en calculer 25 à l'avance. Et donc, au bout d'un moment, Gasparov s'est fait battre. C'est ça. Ce qui était un coup de tonnerre, je crois d'ailleurs, à l'époque. C'était un gros événement. Voilà. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec AlphaStar finalement ? Voilà, donc il a appris à jouer. Ouais, donc je termine juste sur pourquoi StarCraft, parce qu'il y a 2 choses très importantes à dire aussi. Une qu'on a déjà dit d'ailleurs, c'est le fait que ce soit en temps réel. Donc là aussi, ça explose totalement le nombre de possibilités à chaque seconde. Et la dernière chose qui est hyper importante, vraiment, c'est le fait que StarCraft 2, ce soit un jeu qui est en information limitée. Il y a ce qu'on appelle un brouillard de guerre quand on joue. En fait, on a une vision qu'autour des unités ou des bâtiments qu'on possède et on ne voit pas le reste de la carte. On n'a pas une vue, le joueur n'a pas une vue sur tout l'environnement de toute la carte, de la zone de jeu. Quoi. On n'est pas omniscient. Et ça, c'est hyper réaliste parce que dans la nature, c'est pareil. Il n'y a aucun organisme, que ce soit nous ou les autres. Personne ne sait tout ce qui se passe partout en même temps. Ça n'existe pas. Et le problème, c'est que quand on est dans une situation avec des informations limitées autour de soi, ça veut dire qu'on est obligé de prendre des décisions sous incertitude. On n'est pas sûr exactement de ce qu'il y a autour de soi, mais il faut quand même prendre des décisions et essayer évidemment qu'elles soient les plus performantes possibles et les meilleures possibles. Donc ça, c'est vraiment le truc... Il y a l'exploration. C'est-à-dire qu'il y a l'exploration, on rentre en ligne de compte comme dans un écosystème, en fait. Il y a le côté où on tente un peu notre chance à droite à gauche. C'est ça. Imaginer des graines, on envoie des graines là et puis là, et puis finalement, par la force des choses, c'est plutôt là où c'est une bonne idée, quoi. C'est ça. Mais l'exploration, c'est pas gratuit. Il faut investir. Donc les ressources que vous mettez dans l'exploration, c'est des ressources que vous ne mettez pas dans le développement technologique, par exemple, dans l'acquisition des ressources, etc. Donc là encore, il faut faire des choix. Et donc, ça complexifie encore plus. On peut comparer, là, peut-être, deux arbres différents. On prend, je sais pas, un noyer, par exemple. Il fait un gros fruit lourd qui tombe au pied de l'arbre. L'exploration est quand même pas tip-top. Ou alors, c'est par le biais des animaux. Et après, on va voir d'autres espèces. Je sais pas, une espèce d'arbre, ça fait des tortillous, là, ou ne serait-ce que des pissenlits, par exemple, où le vent va porter, comme ça, délicatement, la petite graine de pissenlit. On a tous fait ça. Où là, on a quand même 2 stratégies de colonisation. Ouais, alors là, ce serait pas
là, dans l'exemple que tu donnes, ça marche pas très bien parce que ça voudrait dire que les graines, que les descendants sont en communication avec l'arbre mère, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Oui, c'est vrai, oui. Mais par contre, il y a bien, effectivement, entre deux arbres différents, ils ont une capacité à se situer dans leur environnement qui est différente. Il y a des arbres qui peuvent percevoir très précisément leurs voisins. Et alors, comment ils font ça, biologiquement parlant? C'est assez mal compris. Il y a plein de manières. Les plantes sont sensibles à la chimie, sont sensibles à la lumière, sont sensibles au son pour certaines. Donc, c'est un ensemble un peu de tout ça. Mais chaque plante a une perception particulière de son environnement, à la fois en termes là, on est chez les plantes, donc ça peut être les plantes voisines, mais c'est aussi percevoir un herbivore qui arrive, si tu veux, ou un insecte qui va pondre des trucs dans l'écorce, ces choses comme ça. Mais c'est des sujets de recherche très actuels en écologie, c'est assez mal compris. On sait que les plantes, elles ont des photorécepteurs, donc qui servent à la photosynthèse, et on pense que ces photorécepteurs, en fonction, par exemple, du spectre lumineux adjacent, en fait, les plantes arrivent à savoir quelle espèce voisine est présente, et donc être capable comme ça d'identifier les voisins et de se comporter en réponse à ces voisins. Mais c'est pas très bien compris, ça. C'est vraiment un sujet tout à fait actuel. Bon, mais en tout cas, StarCraft 2, c'est vraiment un jeu où l'information est limitée, et ça, c'est un parallèle très important avec la nature. Sensible au son, me demande Yann Duroc. Ouais. Il y a certaines plantes. Ouais. Ce serait un peu long à développer, mais il y a des expériences où on montre que... Fais gaffe, parce que Yann, il t'attend au tournant. Si tu dis qu'on diffuse de la musique pour que ça diffuse des protéines, ça va mal se passer, je crois. Ah non, mais si tu isoles des plantes chimiquement et visuellement, avec un cache opaque quand passe la lumière de passer, on peut montrer, pas moi, mais d'autres dans des publications, que la plante a quand même identifié qu'elle avait un voisin et elle pousse d'une manière différente que quand elle est toute seule. Voilà. Alors, il y a d'autres hypothèses, dont des trucs un peu plus ésotériques et tout. Il y a des choses qui passent par c'est des hypothèses qui passent par le magnétisme, par exemple. En tout cas, la communication entre plantes, c'est très compliqué et ça c'est un avis personnel, mais on est très loin d'avoir une vision exhaustive de la situation. En tout cas, par la chimie, par les phéromones et tout, c'est sûr que les plantes communiquent. Par le signal lumineux, c'est sûr aussi. Mais c'est tout à fait possible qu'il y ait des histoires de biomagnétisme et de son aussi, qui permettent aux plantes de communiquer. Ça doit être la floraison des acacias qui doit être connue, effectivement. Il y a des papiers sur la communication électrophysiologique via le sol entre les plantes. Il y a ça aussi, effectivement. Il y a des histoires d'électricité dans le réseau racinaire, exactement. Les acacias, je crois que c'est une communication plus par phéromones, par production de molécules chimiques dans l'atmosphère. Phéromones, voilà, c'est ça les phéromones. Bref. Du coup, revenons-en à nos moutons, on a dérivé les plantes, mais l'émission est faite pour qu'on dérive un peu. Du coup, AlphaStar est donc une intelligence artificielle qui a joué, en fait, et qui s'est entraînée toute seule. Ou non, comment elle s'est entraînée? Elle a appris, en fait. Alors, au départ, c'est ça. Au départ, ils lui ont fait. Alors, au tout départ, il a fallu construire un environnement de travail, une plateforme, en gros, pour que. Parce que si tu regardes juste l'écran, c'est quoi qu'il faut regarder, c'est quoi qu'il faut mesurer. Il lui fallait une interface pour savoir ce qu'il y a à bien comprendre dans une partie. Elle traite les données d'une partie, partie de StarCraft, donc. C'est ça. Où vont les unités, qu'est-ce qui a été fait à tel moment par des joueurs humains, du coup. Okay. Qu'est-ce qui reste comme ressources à tel endroit, etc. Donc ça, dans un premier temps, voilà. Donc ça, c'est juste fixer les bases de travail. Alors ensuite, on peut reparler juste après. Donc il y a la structuration, la construction de la structure du réseau de neurones, qui dépend des objectifs. Évidemment, il y a plein de manières différentes de construire des réseaux de neurones. Et une fois qu'ils s'étaient mis d'accord sur le type de réseau de neurones, le type d'apprentissage qu'ils allaient faire et tout, ils ont pu démarrer le processus à proprement parler. Et ce processus, en fait, il a commencé d'abord par un apprentissage à partir de parties humaines,
Donc en fait, on pouvait en ligne venir jouer des parties. On savait que la partie elle était enregistrée et regardée plus tard par AlphaStar. Donc en fait, c'est une sorte de préformation parce qu'il y a tellement de possibilités en fait dans StarCraft 2 que probablement ça aurait été extrêmement coûteux en temps de passer cette étape-là. Il fallait vraiment faire un gain préalable, lui donner des bases et regarder les humains, c'était pas mal parce que même si les humains, on en reparlera après, ils ont tout un tas de biais dans le jeu. On n'est pas non plus complètement gogol et on arrive à faire des choses, si tu veux. Donc, c'était intéressant de regarder des parties humaines. À travers la compétition, justement, c'est pour ça qu'on en parle un petit peu. À travers la compétition, il y a parfois des stratégies globales ou au contraire des stratégies rares et qui sont adaptées à un moment donné, qui sont mises au point, qui deviennent un peu la mode en quelque sorte. En fait, c'est ça. Il y a des choses. La communauté fait en sorte que collectivement, il y a des stratégies, des manières de faire qui se révèlent efficaces et on fait ça. Et puis en fait, ce que j'ai remarqué en jouant récemment à Age of Empires 4, justement, qu'il y a cette stratégie-là qui est utilisée par plein de gens, et puis un jour, il y a un malin qui trouve de quoi contrecarrer ça, et puis ça fait des alternances comme ça. Bah, c'est exactement ce qui se passe dans un écosystème, hein, c'est ça. Tu as des nouvelles stratégies qui apparaissent, et puis tu t'adaptes ou tu crèves, quoi. Donc c'est tout. On peut en reparler après de l'évolution, si on parle un peu de l'évolution culturelle de la culture du jeu vidéo. Faut déjà qu'on comprenne ce qu'a fait AlphaStar. Voilà, donc on termine juste sur AlphaStar. Elle a appris en regardant des parties. Pour commencer, avec ses petits yeux. AlphaStar a maté je ne sais pas combien de parties. C'est hallucinant la quantité, je crois. La quantité d'informations ingérées. Oui, c'est stratosphérique. Et c'est encore plus grand, ce dont on va parler juste après, là, l'apprentissage à proprement parler. 200 ans de jeu, j'avais noté. Ouais, alors ça c'est après. C'est dans l'entraînement d'AlphaStar. Ok, d'accord. Donc en fait, les parties humaines, c'est pour lui donner les bases, pour savoir que faire les choses dans tel ordre, c'est quand même pas mal, etc. Bon, fixer quelques bases pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi au début. Et puis après, donc il s'est entraîné, AlphaStar, et il s'est entraîné dans un championnat fermé. Donc en fait, ils ont fait plein de versions différentes d'AlphaStar et ils les ont fait se battre entre elles. Et ils introduisaient à chaque fois des petites variations dans les différentes versions d'AlphaStar et ils sélectionnaient les versions gagnantes. Donc en fait, ils ont fait un spectre assez large de stratégies développées par AlphaStar, dont des stratégies nouvelles, et puis ils ont gardé que celles qui étaient victorieuses. Ils les ont, entre guillemets, croisées. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, je ne pourrais pas trop rentrer dans les détails informatiques, mais en gros, c'est un peu comme ce qui s'est fait dans la nature. Hein. L'apprentissage d'AlphaStar, vraiment, il a mimé une évolution naturelle, donc avec les individus les plus performants qui sont sélectionnés, qui se reproduisent entre eux et qui donnent naissance à une génération suivante qui est encore plus adaptée que la génération précédente. Dans cette génération suivante, il y aura aussi des vainqueurs et des perdants. Là encore, il n'y aura que les vainqueurs qui seront sélectionnés, qui seront recroisés entre eux, qui feront des descendants, etc., etc. Donc, c'est ça le processus d'apprentissage. La particularité, là, vraiment, c'est que le processus, il a eu lieu en vase clos, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'influence humaine. Il n'y avait plus d'humains qui jouaient contre AlphaStar à son endroit. Il a fait que jouer contre lui-même, contre différentes versions de lui-même. Et on a gardé les meilleures versions. On doit se détester à la fin, tu vois, de jouer toujours contre soi-même, ça doit être insupportable. Il a dû en avoir marre. Ouais. Et l'avantage de ça, c'est qu'il n'y avait pas les biais des joueurs humains, je vais en parler juste après, et surtout, vu que ce n'est pas des humains qui jouaient, on pouvait accélérer la vitesse des parties. Bien on sûr. pouvait mettre les parties en x1000. Les parties, elles ont duré quelques microsecondes, et c'est ça qui a fait qu'on a pu lui faire jouer un nombre de parties, plusieurs millions de parties, ce qui représente, comme tu as dit, à peu près 200 ans de jeu en continu. C'est comme si un humain avait joué 200 ans. Voilà, c'est hallucinant, je trouve. C'est complètement hallucinant. C'est énorme. C'est énorme. Parce que ça, on ne peut pas le faire encore. Hein. Pour l'instant, voilà. C'est un peu compliqué. On n'en est pas là. Quoi. C'est un peu compliqué. AlphaStar, en fait, il a un avantage par rapport aux humains, c'est qu'il n'a pas de biais culturel. En fait, nous, on a une culture, dans toutes nos sociétés, on a une culture pour plein de choses différentes. Il y a une culture dans le jeu vidéo. Et cette culture, elle fait que
les humains qui jouent à un jeu vidéo, ils veulent pas que la partie elle dure que 30 secondes. Il y a besoin d'un minimum de kiffer, si tu veux, la partie que tu es en train de jouer. Et donc, inconsciemment et totalement involontairement, et parfois même totalement inconsciemment, les joueurs humains jouent d'une manière qui fait que la partie va durer un petit peu, parce que ça fait chier tout le monde si au bout de 2 minutes, la partie est pliée et puis que c'est terminé. Donc en fait, ça c'était un truc qui était assez facile à prévoir et qui s'est effectivement passé. C'est que AlphaStar, lui, il n'est pas là pour s'amuser. Donc s'il a une stratégie qui marche bien en 2 minutes, lui, il s'en fout. Les émotions. Il en a rien à foutre. Ouais. C'est ça. Donc de manière générale, il a joué des parties qui étaient plus courtes que les parties humaines, parce que lui, il en a rien à foutre de profiter d'avoir sa petite troupe d'unités, d'avoir sa base bien en place et tout. Il en a rien à voir. La bagarre, ouais, on me dit quel rabat-joie. On me dit aussi qu'il a vraiment poncé le jeu pour le coup, alors complètement. Mais ouais, c'est rabat-joie. Lui, ouais, la gagne, quoi. Alors voilà, on peut pas s'amuser tranquille. Non, ouais, d'accord. Exactement. On a bien compris. Exactement. Donc là, c'était assez intéressant. Dans un type de partie, c'était particulièrement visible. C'était dans ce qu'on appelle les match-up mirror. C'est les confrontations où on joue contre la même race que soi-même. Donc, par exemple, un Protoss qui joue contre un Protoss ou un Zerg qui joue contre un Zerg. Selon les match-ups. Un pissenlit qui joue contre un pissenlit, pour voilà. Poser. Alors, dans le jeu, ça peut être plus ou moins rapide. Le Zerg contre Zerg, par exemple, est potentiellement assez rapide. Mais en tout cas, AlphaStar, dans tout ce type de confrontation-là, il a gagné de manière beaucoup plus rapide que d'habitude. Il n'a pas cherché à faire un développement technologique. Il a foncé comme un bon. Il a foncé dans le tas comme un gros porc et ça a super bien marché. Et ça, c'est aussi un parallèle qu'on peut dresser avec ce qu'on observe dans la nature. Quand on est en compétition dans la nature, la stratégie la plus évidente, c'est d'essayer de ne pas faire la même chose que ses voisins. On dit occuper une niche différente en termes écologiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire exactement la même stratégie que le voisin parce qu'il est déjà sur le créneau est occupé, la place est prise. Voilà, donc il faut faire quelque chose de différent. Mais ça, quand vous êtes trop proche initialement de votre compétiteur, le coût pour se différencier devient énorme et pas forcément rentable. Et donc, dans ce cas-là, quand on est en compétition avec quelqu'un un organisme qui est très, très proche, le but, c'est pas forcément de s'en différencier, mais c'est juste de faire un peu plus que lui, voilà, de pousser un peu plus haut, de faire des feuilles un peu plus grosses. En tout cas, l'organisme se trouve dans une logique de quantité et pas dans une logique de qualité. Et AlphaStar, il s'est comporté exactement comme ça dans les match-up mirror. Il n'a pas cherché à faire quelque chose de différent de l'adversaire, il n'a pas cherché à avoir un développement technologique très particulier, il n'a pas cherché à faire un truc original, il n'a pas cherché à mettre en place une structure de collecte de ressources pour le long terme, etc. Il a foncé dans le tas, il a une démarche vraiment guidée par la quantité. Il a produit beaucoup d'unités très rapidement, il a foncé dans le tas et ça gagne. Et donc ça, c'est très logique d'un point de vue écologique. Est-ce qu'on peut donc c'est se dire que c'est une stratégie qu'on va retrouver dans l'écosystème? Est-ce que tu aurais un exemple un peu moins StarCraft et un peu plus nature d'une stratégie qui ressemble un peu à ça, ou de produire beaucoup, etc. Si tu fais pour reprendre l'exemple des plantes, les plantes, elles ont ce qu'on appelle une plasticité au cours de leur vivant, donc elles peuvent, au cours de leur cycle de vie, donc pas d'une génération à l'autre, vraiment à l'intérieur de leur cycle de vie, elles peuvent produire des caractéristiques différentes, des feuilles plus ou moins épaisses, plus ou moins coriaces, etc. Et là, le comparatif, c'est que une plante qui serait très différente de ses voisins compétiteurs, elle va continuer à faire des feuilles ou des structures qui sont différentes des structures de ses voisins compétiteurs. À l'inverse, si tu as une plante qui est très proche de ses voisins compétiteurs, donc par exemple un pissenlit et un autre pissenlit, le pissenlit, il ne va pas chercher à se différencier du pissenlit voisin, il va juste chercher à être un peu plus gros, à être un peu plus fort, à acquérir un peu plus de ressources. Il va pas chercher à prendre la tangente, si tu veux. Il va juste chercher à être le meilleur et il ne va pas y avoir de changement de trajectoire écologique. Donc, c'est ce qu'on peut observer dans ce type de cas. Donc, au final, ce qui s'est passé, c'est que AlphaStar a appris à mimer donc des stratégies qu'on retrouve dans un véritable écosystème. Et tout ça pour finir que j'imagine qu'il a défoncé les humains après. Ouais.
C'est ça en fait l'histoire. C'est ça le truc, c'est que les humains sont nuls. Voilà. Ça a très bien marché. Alors, pour le coup, pas du tout, parce que en vrai, quand tu regardes genre le top 5 des joueurs de StarCraft 2, c'est des monstres. Enfin, c'est impressionnant. Moi, je regarde ça, j'y joue plus, mais je regarde ça un peu comme un vieux qui regarde un soliste dans un orchestre et tout, parce que c'est un truc de ouf, quoi. Ils ont 4 ou 5 cerveaux en fait. Ah non, mais c'est des machines en termes techniques, c'est des machines de guerre, donc le défi était vraiment important. AlphaStar, à la fin là, il s'était classé, il avait dépassé, c'était 99,8% je crois des joueurs humains, parce que tu as tout un ranking en ligne. Un classement. Un classement. Donc il s'est mis tout au sommet. Alors il y a eu tout un débat. En fait, AlphaStar, on a été obligé de le limiter en actions par minute, en APM pour les gamers. Ah oui. Parce que si on le limite pas en APM, s'il peut prendre 1000 décisions en une seconde, il peut micro-gérer chaque unité et puis il explose n'importe qui. Donc il a fallu le limiter. C'est pas et sympa. Donc il y a tout un débat sur où est-ce qu'on mettait le curseur Bien sûr, en termes de limitation. Parce qu'en particulier, les joueurs humains, même s'ils sont capables d'avoir, pour les meilleurs, ils peuvent être à 500 actions par minute. C'est énorme. Je me rends pas compte. À chaque seconde, le gars prend une dizaine il tape sur une dizaine de touches, puis fait une dizaine de clics en une seconde. C'est démentiel. On parlait des joueurs qu'on a vus tout à l'heure dans l'extrait, dans la finale et tout. Ils vont à fond la caisse comme ça. Ils ont leur raccourci clavier comme si on était sur Excel, mais sauf que ils sont peut-être pas très bons sur Excel, cela dit, mais voilà, ça va à fond la caisse. Et les raccourcis, une touche, la touche F, c'est se mettre tel mode comme ça, c'est aller récolter ça, ils pianotent quoi. Ils pianotent comme. Mais ça, c'est important ce que tu dis, parce que la phase qui génère le plus de dépenses en termes d'actions par minute de la part des joueurs humains, c'est la phase de macro-gestion, c'est-à-dire produire des bâtiments, produire des unités, etc. La phase de micro-gestion, c'est-à-dire de gestion des unités lors d'un combat. Leur déplacement, attaquer telle cible, etc. C'est assez contre-intuitif, mais ça génère beaucoup moins d'actions par minute parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui arrivent et il y a un temps de prise de décision qui est non nul. Alors que quand on fait de la macro-gestion, ils sont en pilote automatique, les mecs, ils savent exactement tout, ils ont des réflexes, ils savent tout ce qu'ils veulent. Si vous voulez un petit exemple, il y a pas très longtemps, il y a eu que j'ai beaucoup apprécié, donc c'est sûr, Age of Empires, tu dois connaître, c'est un peu le boss du Twitch français, enfin l'un des boss, c'est Zerator, qui organise une petite compétition sur Age of Empires 4, le dernier, donc un peu le même type de jeu, et donc c'est avec des streamers un peu connus et tout, et celui qui a gagné cette compétition, il arrivait quand même à tout faire en même temps, c'est-à-dire qu'il micro-gérait ses petits chevaliers qu'il amenait un coup au nord, voilà, et en même temps il construisait ses bâtiments, il prévoyait la suite, et il faisait tout en même temps, donc il y a... Exactement. Comment font-ils ? Et il a 2 cerveaux. c'est du grand Mendes, c'est de l'entraînement, et puis voilà, des capacités aussi à faire ça. Mais du coup, si tu veux battre les meilleurs joueurs humains, même si tu as un algorithme qui est extrêmement performant et on va dire avec plein de guillemets qui est extrêmement intelligent, il y a la question des actions par minute se pose forcément parce que si lui il a 3 actions par minute et que les autres sont à 500, dans tous les cas il ne peut pas gagner. Et l'inverse est vrai aussi. Donc au début il ne l'avait pas limité suffisamment et en particulier dans certaines confrontations dans les parties, il y a pas mal de joueurs humains qu'on dit franchement là il est un peu trop badass quand même, il est un peu trop, en termes de micro-gestion, c'est un peu trop vénère quand même. Donc ils l'ont calmé. Ils l'ont un peu calmé, d'ailleurs trop à mon goût, parce qu'en vrai, les 3-4 meilleurs joueurs ou les 10 meilleurs joueurs de StarCraft 2, ils sont capables de faire des parties sans aucune erreur, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une unité qui oublie quelque part, il n'y a jamais un clic qui a raté quelque part. Alors que AlphaStar qu'ils ont fait là, ils lui ont mis une petite limitation en termes d'action par minute qui fait que de temps en temps, il rate un petit truc. De temps en temps. On dirait vraiment, il est gentil, c'est vrai, allez, j'ai pas vous vexer tout de suite. Voilà. Il oublie un récolteur quelque part qui se fait buter après. Enfin, il a 2-3 petits. C'est léger. Ils ont mis des défauts. C'est ça qui a fait que les joueurs pro ont dit ok, ça c'est ok. Il a une apparence de joueur humain parce qu'il est capable de faire de micro-conneries aussi. Alors c'est marrant ça ce que tu dis parce que au final, toi, la manière, enfin,
pour les gens qui ont créé AlphaStar et pour les joueurs et pour le jeu, etc. Je comprends la volonté de le rendre un peu plus humain. Mais pour toi, ce qui t'intéresse finalement, c'est une intelligence artificielle qui évolue dans un écosystème virtuel. Et du coup, qui te révèle une information, parce que c'est ça qui t'intéresse toi, c'est de se dire, ah tiens, il a, naturellement, après apprentissage et tout, pris telle stratégie à tel moment. C'est toi. Alors, donc du coup, toi qui ressemble à un humain, à la rigueur, c'est pas que tu t'en fiches, mais c'est pas forcément ce qui t'intéresse. Non, carrément. Le but, l'intérêt de StarCraft 2, c'est comme si on est sur un environnement informatique et tout. On sait tout ce qui se passe. Il y a pas d'obscurité, si tu veux. Au tout début du live, on parlait de l'écologie, qui était la science du désordre et tout, avec plein de paramètres qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas mesurer et tout. Là, c'est contrôlé. Le jeu vidéo, là, on peut tout contrôler. Donc, c'est hyper pratique. Et AlphaStar, il n'a pas les biais des joueurs humains, je disais, les biais culturels, qu'on veut avoir sa petite troupette d'unités pour aller faire mumuse et tout. Donc, c'est là qu'il est intéressant. Et AlphaStar, il n'a pas besoin, pour voir les stratégies qu'il choisit, justement, il faut qu'il soit très bas en action par minute, parce que la micro-gestion des unités, c'est impossible de dresser des parallèles avec le monde réel, parce que la micro-gestion des unités, ça peut être par exemple lancer des sorts, faire tout un tas de choses qui n'ont aucun parallèle possible dans le monde réel. Les parallèles possibles, c'est tout ce qui est où est-ce que je dépense mes ressources, comment est-ce que je les accumule, etc. Quel choix stratégique, quel choix écologique je fais. Et donc pour ça, il n'y a pas besoin qu'AlphaStar soit très élevé en APM, et même il ne le faut pas, parce que s'il est trop élevé en APM, justement, on va voir vraiment toutes ses compétences en termes techniques, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ses compétences en termes abstraits, conceptuels, genre les tendances de fond qu'il est capable de décider. Et donc du coup, pour toi, d'un point de vue d'écologue, du coup, est-ce qu'AlphaStar t'a révélé quelque chose? En fait, c'est le bout du truc. Est-ce que ça t'a révélé une stratégie, ou simplement que ou est-ce que ça a uniquement révélé le fait que l'intelligence artificielle, dans un écosystème virtuel contrôlé, standardisé, que c'était quand même vachement pratique? Ouais, carrément. Ça a révélé, je sais pas, mais ça a confirmé des choses. Là, la petite chose que je disais là sur est-ce qu'il faut chercher à se différencier de son voisin, ou au contraire juste en faire un peu plus que lui pour gagner la compétition. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a confirmé. Donc c'est assez intéressant de voir que quel que soit à partir du moment où on décide de certaines conditions, que tu sois un organisme vivant ou un organisme virtuel, tu fais la même chose, parce que les règles du jeu sont identiques, et qu'il n'y a pas 50 000 manières de résoudre les problèmes, et donc du coup tu t'es amené à prendre les mêmes décisions. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est se servir de StarCraft comme sorte de bac à sable, si tu veux, de terrain de jeu. Avec des paramètres à changer, etc., des conditions. C'est ça. On pourrait créer des scénarios écologiques, ou par exemple des scénarios où d'un coup, à un moment donné, on décide que on supprime toutes les ressources. Oui, par exemple. S'il y avait une catastrophe, comme s'il y avait une catastrophe écologique, hop, il n'y a plus de ressources. Des humains, par exemple, à tout hasard. Voilà. Des limitations de ressources, des habitats qui changent de structure, des choses comme ça. Donc on peut regarder à la fois le comportement d'AlphaStar à l'intérieur d'une partie, un peu genre pris au dépourvu, si tu veux, genre qu'est-ce qu'il fait lui quand il découvre pour la première fois ce genre de situation. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qu'on pourrait faire aussi, c'est là par contre le faire apprendre vraiment avec ce type de scénario-là. Et donc là, au lieu de voir ce qui s'apparenterait à une sorte de réaction au cours de la vie d'un organisme, là, on verrait une réaction au cours de l'évolution. Quelle stratégie se met en place face à une perturbation inattendue? C'est ça, avec vraiment un processus d'évolution naturelle qui se met en place avec différentes générations. Et là, on verrait sur des pas de temps beaucoup plus longs quelles sont les stratégies qui persistent, quelles sont celles qui disparaissent, etc. Et c'est pas quelque chose qui est déjà fait, d'utiliser comme ça l'intelligence artificielle en écologie, parce que toi tu fais le parallèle avec StarCraft et tout, mais c'est pas déjà quelque chose qui est fait chez tes collègues? Il y a des modélisations, des représentations d'un écosystème qui sont extrêmement simplifiées, beaucoup plus d'ailleurs qu'un jeu vidéo comme StarCraft, qui est beaucoup plus compliqué. Donc c'est très loin, mais c'est ce que je disais au début. En fait, c'est tellement compliqué un écosystème, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est impossible. Enfin, on est incapable à l'heure actuelle, en tout cas, de modéliser parfaitement un écosystème. C'est totalement impossible. Oui.
de modéliser parfaitement pour faire des prédictions vraiment valables et tout ça. Pour ceux qui étaient là au début, on vous a expliqué que c'était compliqué, d'accord. Un écosystème, c'est indescriptible presque. C'est ça. Voilà, donc on a quelques modélisations très simplifiées là-dessus. Il y a aussi des usages de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage par réseau de neurones qui sont faits par exemple en analyse d'images. L'écologie, c'est une science qui produit beaucoup de données de manière générale. Et parmi ces données, il y a des images, donc par exemple des photos aériennes, des photos, des pièges photographiques qu'on met dans des milieux naturels pour voir quelle bestiole passe, etc. Il y a quelqu'un dans le chat qui s'il est toujours là, je sais pas s'il est toujours là. S'il est toujours là, on a quelqu'un qui fait ça. Il se reconnaîtra. Okay. Il se reconnaîtra qui met des pièges photographiques. Donc je lui passe le bon voilà, son, il se reconnaîtra. On peut se retrouver des fois avec des gros jeux de données avec plein de fichiers photos. Donc, c'est très long d'analyser ça à la main et tu peux mettre effectivement en place des algorithmes qui vont savoir reconnaître ce que tu cherches à reconnaître dans l'image. Est-ce qu'il y avait telle ou telle bestiole qui était là? Est-ce que le sanglier était là ou est-ce qu'il n'était pas là, si tu veux? Ou genre en photo aérienne, est-ce que c'était une parcelle de forêt ou est-ce que c'était une parcelle j'en sais rien, de blé ou de ce que tu veux, n'importe quoi. Donc, il y a quelques applications de l'IA en écologie, mais c'est balbutiant, quoi. Ouais, d'accord, ok. Au tout début. Donc le papier, pour ceux qui sont sur YouTube, il y aura si j'ai un peu foiré l'enregistrement, j'ai oublié de le lancer au début, donc j'espère que Twitch va me fournir la rediff, sinon on est mal, mais sinon il y aura en principe des liens de l'article en question. Il y avait un article vulgarisé, mais qu'on a paumé malheureusement. Ouais, c'est vrai. Mais leur dépose quelque part. Ouais, mais on verra. Je trouverai une solution. Sinon, on copie-collera le texte dans un Google Doc qu'on mettra à disposition. Écoute, bien sûr, si monsieur est d'accord. Bien sûr. Mais c'est toi qui l'avais écrit de toute façon cet article, il me semble. Donc, ouais. Ok. Moi, je pense que j'ai pas mal fait le tour de mes questions. En plus, il est 21h30, donc ça veut dire que ça fait 1h30 qu'on discute, ce qui me semble un super temps. Néanmoins, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as encore envie de nous dire, ou tu penses que tu t'es trompé, ou que tu n'as pas assez complété, ou que c'était trop compliqué, ou je ne sais quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu nous dises avant qu'on se quitte? Et c'est le moment de poser vos questions dans le chat. Réveillez-vous, c'est maintenant. On pourrait en parler longtemps. Il y a plein de choses qu'on aurait pu aborder encore plus. Il y a un petit truc assez fun avec StarCraft, c'est ce qu'on appelle le mind game. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mind game, c'est un peu comme le bluff au poker, par exemple. Donc, c'est faire croire quelque chose à l'adversaire, quelque chose qui ne se produit pas, pour forcer une mauvaise réaction de l'adversaire. Par exemple, montrer, je prends un exemple, parce que là, ça me parle, c'est par exemple, vous arrivez à la vue de votre adversaire avec un certain type d'unité, et vous commencez à le titiller un peu pour dire hey, regarde, je t'attaque avec des manchots, je sais pas, n'importe quoi, avec des manchots, voilà. Et le truc, c'est qu'il se trouve que la grenade à fragmentation contre extrêmement bien les manchots. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, pendant qu'il vous emmerde un peu avec des manchots, en fait, il prépare je sais pas, des hélicoptères avec des grenades, avec une arme nucléaire, et du coup, l'autre n'est pas du tout prêt. Il s'est préparé pour contrer des manchots, et là, des hélicoptères avec... putain, je raconte n'importe quoi, c'est terrible. Ah non, mais c'est ça. Mais c'est ça, on est d'accord, c'est ce genre de stratégie. Exactement ça. C'est mettre l'adversaire sur une mauvaise piste, c'est lui faire croire à quelque chose, il va réagir à ce quelque chose, mais sa réaction, en fait, n'est pas adaptée à la vraie réalité que tu lui as cachée. Et en fait, ça, c'est aussi un parallèle qu'on peut faire très bien avec l'écologie. Il y a un truc qu'on appelle l'écologie de la peur. En fait, c'est des expériences qui ont été faites où, par exemple, on a des bacs avec des plantes. Et on gueule dessus. On met un herbivore, donc un petit insecte, je sais pas, un criquet, machin, qui va bouffer les petites plantes. Et puis à côté, on lui met son prédateur, je sais pas, une grosse araignée par exemple. Quand l'insecte sait que le prédateur est là, il va aller se cacher, il va aller se mettre, il va pas être en pleine visibilité sur la plante qui cherche à manger, il va se déplacer. Il va se déplacer, il va réagir. C'est ça. Et si tu fais la même expérience, tu laisses le prédateur, mais tu lui bloques ses pièces buccales, ce qui fait qu'il ne peut pas prédater. Il est là, mais il ne peut pas prédater. C'est vraiment pas sympa comme expérience. Même. L'herbivore va quand même se déplacer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin.
Il a quand même peur. Il n'y a pas besoin qu'il y ait l'activité de prédation à proprement parler pour qu'il y ait une réaction à la prédation. Donc ça, c'est la peur, en fait. C'est le fait, tout est dans l'information qui te parvient. Si l'information qui te parvient, c'est qu'il y a un danger, tu réagis au danger, peu importe que l'information soit pas correcte ou pas. Donc ça veut dire en fait on peut faire croire tout et n'importe quoi à n'importe qui, et la personne va réagir en conséquence, peu importe la réalité. La perception de la réalité, c'est la seule chose qui importe, si tu veux, en termes de réaction individuelle. Évidemment que l'état du système, l'état final du système est différent dans les deux cas que j'ai cités. S'il y a prédation ou s'il n'y a pas prédation, bah évidemment, l'état global du système n'est pas le même. Mais en tout cas, en termes de réaction individuelle des organismes, il n'y a pas de différence entre le fait qu'il y ait prédation ou il n'y ait pas prédation. Il suffit que l'organisme croit qu'il va y avoir prédation et il se comporte d'une certaine manière. C'est marrant. C'est vrai que là, il y a un nouveau parallèle. On voit ça. Oui, bah c'est ce que j'ai décrit là, avec les manchots et les hélicoptères. C'est du bluff. Je vais t'attaquer avec ça. Et en fait, pas du tout. Et tu fais un truc. Voilà. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir, ce truc-là, de me dire que c'est aussi une réflexion avec l'actualité politique depuis des années et tout, certains personnages un peu sinistres qu'on voit. Il n'y a pas besoin que les choses soient vraies, il suffit qu'elles paraissent vraies. Si elles paraissent vraies, c'est suffisant. Vous allez vous comporter exactement de la même manière qu'elles soient en réalité vraies ou fausses, peu importe. Si vous croyez qu'elles sont vraies, c'est fini, vous vous comportez comme si les choses étaient vraies. Voilà. Il y a un petit message. Voilà. C'est un truc assez qui fait réfléchir, quoi. On sait de qui on parle. Si on fait croire quelque chose à quelqu'un, la personne réagit exactement comme si le truc était vrai, ni plus ni moins. C'est 100% identique. Ok. Alors on a une question dans le chat, je pense qu'on y a déjà un peu répondu, c'est est-ce que des IA semblables à AlphaStar sont utilisées pour réaliser des modèles prédictifs d'évolution d'écosystèmes naturels? Je crois que c'était pas folichon, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, il y avait des modèles, mais c'était pas... Non, alors je pense... Il n'y a pas de réseau de neurones connu à ta connaissance, en tout cas. C'est ça. Je pense qu'il y a des IA assez semblables qui sont utilisées en climatologie, pour les modèles climatiques, où là on a aussi beaucoup de données, on peut faire... apprendre les IA avec des énormes quantités de données et aboutir à des choses très performantes. Le système climatique, malgré toute sa complexité et des choses qui sont encore pas peu prises en compte dans les modèles, genre la fonte du permafrost, des trucs comme ça, ça reste en fait malheureusement déjà beaucoup plus simple qu'un écosystème. Et à l'heure actuelle, on n'est pas capable, on est capable d'estimer des grandes tendances. Il y a un endroit où on dit il y a un écosystème aquatique, puis on sait qu'il n'y aura plus d'eau. Bon, bah oui, tu es capable de dire que l'écosystème qui va suivre, il sera plus basé sur une abondance de l'eau. Mais on n'est pas capable de faire des prédictions précises des écosystèmes. Ça, on est totalement incapable. Et autre chose, par rapport à ça, même si on était capable de modéliser parfaitement le fonctionnement d'un écosystème, même si on connaissait exactement toutes les relations qu'il y avait entre tous les organismes, vraiment au poil près, hyper bien, même si on savait faire ça, on ne serait pas capable de faire des prédictions à long terme pour une simple et bonne raison, c'est que tous les modèles complexes, ils sont sensibles à ce qu'on appelle les conditions initiales du modèle. C'est la valeur des paramètres du modèle au début de la modélisation, au début de l'expérience. Et ça s'observe très bien, même avec des modèles très très simples. Il y en a un qui est très connu, c'est le double pendule. C'est un truc célèbre en vulgarisation scientifique. Là, c'est un double pendule. Il y a un premier pendule, et puis de ce premier pendule, il y en a un deuxième qui part. Puis on les fait osciller comme ça. Et ça, on est capable de le modéliser très très bien avec une interaction, une équation de chute des cordes avec la gravité et tout, la résistance de l'air, etc. On est capable de modéliser ça très bien. On connaît le système parfaitement, on sait parfaitement ce qui régit le système. Par contre, comme on n'est pas capable de mesurer précisément les conditions initiales, eh ben, on est incapable de prédire l'état du pendule dans ne serait-ce que 30 secondes. Parce qu'en fait, pour prédire, le modèle est tellement, il peut partir dans tellement de possibilités différentes, ça se joue tellement à rien. Il faudrait être capable d'avoir une précision de la mesure qui est faramineuse initialement pour pouvoir ensuite faire une prédiction. Et on est totalement incapable de faire ça. On a des outils de mesure qui sont plus ou moins grossiers selon ce qu'on cherche à mesurer. Mais en tout cas, en conditions réelles, enfin, on est incapable d'avoir des mesures précises de l'état. J'ai bien compris, c'est plus en fait, en fait, si la question était finalement différente de ce qu'on avait dit, donc tu as très bien répondu, effectivement, parce qu'il y a une différence entre le fait de travailler, on va dire, des théories de l'écosystème et regarder des grands mécanismes,
et être prédictif sur un vrai écosystème, un vrai endroit sur Terre, c'est très différent. Bon, la réponse, c'est que non, c'est pas possible. Voilà. Pour faire simple. C'est ça. Et c'est pas possible. Et d'un côté, c'est pas simple. Enfin, c'est bien d'avoir des choses qu'on ignore aussi. Enfin, si on savait tout ce qui allait se passer, on se ferait quand même pas mal chier. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais de manière générale, c'est un outil marketing, on va dire, en science. On dit, on va être capable de prédire la suite et tout. Donnez-nous de l'argent pour qu'on fasse des trucs. Mais en fait, cette volonté là d'être capable de faire des prédictions partout, c'est un peu un écran de fumée, si tu veux. On va jamais vraiment réussir. Il faut pas être, quand on cherche à comprendre les choses, il faut vraiment séparer un peu l'étude et la compréhension du problème et le fait de faire des prédictions vraiment futures chiffrées, parce que ça, en vrai, dans un très grand nombre de cas, et là, on l'a vu hyper bien avec le Covid, hein, celui qui s'amuse à faire des prédictions, on se rapproche plus du maraboutisme, même si le mec est bardé de diplômes et spécialiste et tout. En vrai, on dira pas de non. On dira pas de non. Un écosystème, un environnement, c'est tellement compliqué que faire des prédictions, faut vraiment y aller mollo. Tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement proposer des grandes tendances, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut faire, quoi. Genre, c'est prédire, dire dans 2 ans, il y aura tel truc à tel endroit, ça va être comme ça. Oui, bien sûr. Ok. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, et j'aime bien, je pense que c'est important de laisser toujours une dernière réflexion pour un peu libre de l'invité, parce que c'était assez chouette de voir le coup de bluff et le coup de bluff des espèces. Donc c'était assez cool. Donc j'ai bien fait. Et je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut arrêter là. Je n'ai pas prévu comment on pouvait... des questions, on pourrait discuter encore pendant 2h30, mais non. On va discuter longtemps. Hein. Voilà. Mais là, déjà, on a dépassé l'heure et demie. Donc en vrai, c'est pas mal du tout. Eh bien, écoutez, visiblement pas de questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se séparer là. Il y aura une rediff pour ceux qui, donc comme vous le savez, pour ceux qui ont raté un bout ou je ne sais quoi. J'espère que je vais pouvoir la mettre, cette rediff. Donc j'espère que Twitch va être gentil avec le début du live. Je crois que j'ai commencé au bout d'un quart d'heure. Je me suis rendu compte, j'ai pas appuyé sur le bouton d'enregistrement. Voilà, on verra bien. Donc du coup, merci énormément, parce que vous étiez plus d'une vingtaine, on m'a dit un pic à 31 personnes, c'est énorme, non mais vraiment c'est énorme, on se rend pas compte je pense, mais c'est énorme. Et donc merci beaucoup, merci à la modération bien sûr, merci à tout le monde. Alors, je toujours présent. Voilà, bah oui, toujours présent, voilà, exactement. En plus, pas mal de nouvelles têtes que je ne connaissais pas, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez la rediff, à la partager si ça vous avait plu. J'ai quelque chose qui vibre, que se passe-t-il? En plus, on avait du beau monde, on avait Yann qui peut-être sera invité un jour sur la chaîne. Il y en a d'autres comme ça, on verra. Il y a plein de gens qui peuvent revenir. Toi, est-ce que tu reviendras? Avec grand plaisir. Est-ce que tu acceptes d'être le parrain de cette émission, vu que tu es le premier invité? Le parrain. Ouais, c'est ça. Mais après, je vais devoir parrainer des... Non, tu es le parrain de l'émission, c'est-à-dire que tu as un peu la valeur sûre, quelqu'un qu'on invite une fois par an, etc. Ah oui, d'accord. Là, le parrain de l'émission, un peu le... mais je voudrais que tu me fasses un badge ou un truc. Mais évidemment. Un petit badge StarCraft, du coup, pour l'occasion. D'ailleurs, à la rigueur, dernière question, est-ce que cette étude et ce papier-là, est-ce que c'était pas finalement une bonne excuse pour jouer à StarCraft au boulot? Non, j'ai jamais joué à StarCraft au boulot, mais c'était une bonne excuse pour s'amuser aussi. Enfin, on a besoin la science c'est sympa, mais ça peut être très rébarbatif et très chiant par moment. Et en vrai, il y a besoin de temps en temps d'explorer des trucs un peu plus folkloriques et tout, même s'il n'y a pas de débouchés rentables comme sûr, ça. Évidemment. Ok, voilà. Lou, merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi, Romain. Merci à toutes et à tous. On vous dit donc à bientôt pour un autre live de l'envers de la blouse. Donc comme vous le savez, les invités, ça sera pas toutes les semaines, hein, mais de temps en temps il y aura un invité et les autres fois ce sera un peu plus chill, voilà, et absolument pas préparé. Donc voilà, donc merci à toutes et à tous. Bonne nuit ou bonne continuation pour ceux qui regardent la rediff. Et donc à bientôt. Bisous. À très bientôt.